Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à l'émission Le Débat sur Info TV. Nous sommes le vendredi 3 juillet 2020 et c'est la dernière édition de la semaine. Au menu, l'actualité avec cette explosion enregistrée hier jeudi au quartier Damas à Yaoundé. Puis les thématiques du jour, d'abord le projet de loi régissant les associations artistique et culturel, projet de loi qui ne fait pas l'unanimité au sein des artistes. Ensuite, pandémie de coronavirus, l'Afrique doit-elle craindre le vaccin chinois? Et bien évidemment, nous n'oublions pas la revue de presse. Voilà, nos panélistes sont déjà dans ce studio que je m'avais d'ailleurs accueillir. Bonjour Valère Bertrand Bessala. Bonjour Madame Aubin, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à tous les autres panélistes que vous aurez certainement le soin de présenter. Toujours ravi d'être parmi vous. Willy Cad, journaliste à Info TV, bonjour. Bonjour Madame Aubin, bonjour à Valère Bertrand Bessala et à d'autres co-panélistes, aux téléspectateurs, toute l'équipe en studio. Et bon débat, on va dire. Merci. Également avec nous dans ce studio, Prince Epeye Moni Dika Akwa. Dit Epeye Moni, il est homme de théâtre et de cinéma, rapporteur de la commission de rédaction des statuts de la Fédération camerounaise de l'art théâtral, conte et poésie. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Obama, bonjour aux autres panélistes et bonjour aux téléspectateurs. Voilà pour la mise en bouche de ce programme. Nous commençons avec l'actualité. Nous l'avons dit tantôt. Une explosion a donc été enregistrée hier au quartier Damas à Yaoundé. Alors Valère Bertrand, compte tenu du contexte actuel, peut-on voir derrière cette explosion une action criminelle, même s'il faut dire que jusqu'à cet instant, de manière officielle, l'origine n'a pas été rendue publique. L'origine de cette explosion n'a pas été rendue publique de manière officielle. Comme vous le dites, l'origine n'est pas encore connue, du moins officiellement connue. Je n'y étais pas particulièrement, mais j'ai suivi quand même cette actualité de loin. Donc je vais quand même me réserver de relater les faits. Je le laisserai peut-être à ceux qui y étaient. Le faire. Je crois que ce qui est le plus important, je crois que nous serons bientôt, je crois, la troisième, quelque chose comme ça, explosion de ce genre dans la capitale. On ne peut pas peut-être toujours soupçonner ou alors rester sur les faits de ce que ce serait des explosions inopportunes, peut-être de manipulation d'objets artisanaux ou domestiques. Suivez mon regard, parce que là, une explosion, on peut encore le comprendre, 2 à 3, ça devient un peu compliqué, surtout dans des lieux publics où de forte affluence et de grands attroupements. Je dois quand même aussi dire que cette explosion, cette énième explosion, nous interpelle sur la capacité des forces de maintien de l'ordre et de sécurité, de sûreté et de sécurité à quadriller la capitale. Parce que là aussi, ça interroge sur les moyens qui sont utilisés pour quadriller notre capitale et même les villes, les chefs-lieux des régions et des villes. C'est très important. Il faut se rendre compte que pour qu'un explosif comme cela arrive ici, il y a tout
une organisation. Si on reste d'abord sur la piste d'une explosion, c'est-à-dire intentionnelle, d'un acte criminel intentionnel, il y a toute une organisation qu'il faut entrevoir derrière ce genre d'explosion ou derrière ce genre de résultat. C'est vrai que quand on a un peu travaillé avec les forces de maintien de l'ordre ou bien avec les milieux sécuritaires, il faut aussi révéler que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident avec la relativité de la menace de pouvoir maîtriser ce genre d'intrusion ou d'introduction de ce genre d'objets dangereux, parce qu'il faut savoir que les objets artisanaux n'arrivent pas toujours en bloc. Ou tout simplement, si vous avez une batterie qu'on doit fabriquer avec des fils ou des ceci, ceux qui ont fait un peu dans les artifices, notamment les artificiers de l'armée ou de la police, savent que on peut bien transporter pour qui le fil, pour qui le soufre, pour qui, bon, je suis déjà en train de donner les ingrédients pour fabriquer ce genre de choses-là, mais cela arrive en pièces détachées et on se retrouve généralement dans la maison de quelqu'un et on compose tout et on attend juste le moment pour sortir avec. Ça veut dire qu'en fait, celui qui transporte par exemple du fil pour aller faire cette affaire-là, je ne sais pas trop, du nord-ouest vers Yaoundé, ne pourra pas être facilement détecté dans un véhicule parce qu'en fait, même si vous avez des chiens renifleurs pour les explosifs, ce n'est qu'un fil qu'il y a dans son sac. Donc ce n'est pas toujours évident. Celui qui peut transporter du soufre, c'est comment le voiler et comment le faire traverser à chaque barrière de police et comment s'en sortir. Parfois même on peut le mettre dans des régimes de bananes, on le sait généralement, ou dans les régimes de plantain que vous voyez circuler. Donc c'est très compliqué. Sur des selles de moto, on ouvre la selle de moto et puis on éparpille le produit criminel dans ce sens et puis on vient l'assembler à Yaoundé. Donc c'est un peu comme ça, c'est très difficile aussi. Mais je crois que peut-être que ce résultat est aussi le reflet de ce que l'État, à un moment, a instillé une sorte de tolérance administrative au niveau même de la police administrative, c'est-à-dire des contrôles de police. Les contrôles de police ne sont pas seulement ceux qui doivent être tracassiers pour les taxis ou les voitures. Les contrôles de police et de gendarmerie, et même quand je le dis comme ça, doivent aller dans le sens même des rafles, des bouclages, parce qu'ils ont commencé très tard avec les premières explosions, mais c'est déjà trop tard. Quand vous voyez déjà ce genre de phénomène, si jamais c'est une explosion criminelle, il faut déjà savoir que la planification est en marche et les premières explosions ne sont rien d'autre que la mise en application d'une stratégie ou d'une organisation qui a déjà ses bases installées dans la capitale. Donc ne vous dérangez pas, ce n'est pas une affaire qu'ils ont réussi à faire entrer une ou deux choses et puis ils ont décidé d'exploser. Ils savent déjà qu'ils sont Ça déjà... veut dire que la situation n'est pas à négliger? Elle n'est pas à négliger, elle est même à prendre très au sérieux, elle est même très inquiétante. Parce qu'en matière de sécurité ou en matière, dans le sens de l'instillation même du désordre ou de ce genre de choses, on s'assure déjà que tous les produits utiles à notre brigandage ou au terrorisme sont déjà tapis dans la capitale et dans les différents coins. Parce que les points à faire, qui vont connaître des explosions, sont déjà connus, ils ont été planifiés, ils ont été programmés, même les jours et les heures au peigne fin, parce qu'ils ont déjà étudié les zones d'affluence, les moments d'affluence et les zones d'intérêt dans la capitale. Et où est-ce que, si on frappe, ça peut vraiment faire mal. Donc, tout cela est déjà établi. Donc, quand vous voyez déjà une explosion, une première explosion, une deuxième, une troisième, sachez que si c'est vraiment criminel, ça va suivre. Parce que c'est déjà là. Donc on n'organise pas ce genre de choses-là en se disant qu'on attend la prochaine bombe qui va traverser au bas là pour continuer. Tout est déjà là. Voilà, nous avons la chance d'avoir avec nous dans ce studio un homme de terrain, Wilika, qui était donc sur le lieu du drame hier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé de ce côté? Non, écoutez, déjà je voudrais bénir le Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que hier... après mon service, avec mon ami et collègue Jacques Betibia, nous rentrions, nous qui étions de ce côté, et nous sommes passés par là sensiblement 20 minutes avant. Moi, j'ai été informé d'abord par l'un de nos correspondants qui a envoyé un message. Apparemment, il venait de vous passer un coup de fil, et même à la directrice de l'information. Et j'avais surtout constaté qu'il y avait beaucoup d'allées et de venues dans mon entourage, des gens qui allaient dans tous les sens, qui couraient, il y avait des cris.
Je ne suis pas de ceux qui, lorsqu'il y a souvent ce genre de mouvement, en sortent de chez eux. Mais j'ai dû sortir quand même et en interpellant l'un des voisins, il m'a fait dire qu'il y avait eu des déflagrations au lieu de dire rond-point d'Amas, soit dit en passant, je suis à un jet de pierre de là. Et j'étais un peu confus. J'étais confus parce que en tant que journaliste d'investigation, il était de bon ton pour moi de me rendre sur les lieux. Mais quand j'ai entrepris de le faire, je me suis retenu parce que déjà au loin, j'avais constaté qu'il y avait un important dispositif de sécurité et il y avait une marée humaine des gens qui allaient dans tous les sens. Et je me suis dit, la première des choses qui m'est venue en tête, c'est que par expérience, lorsqu'une chose comme celle-là s'est produite, il n'est pas exclu que les auteurs de cela ne soient pas loin. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, évidemment, ça se fait souvent, qu'il y ait d'autres déflagrations. Et je suis resté au loin. Par la suite, j'ai eu des informations que je tenais des voisins qui m'ont dit ce qu'ils avaient à me dire. Mais je voudrais revenir sur cette question-là parce que Valin, Bertrand Bessala et moi, on a eu une passe d'âme, et d'ailleurs avec le vénérable patriarche Bilois ici, qui malheureusement n'est pas là, la semaine dernière, lorsqu'on évoquait la situation sécuritaire au Cameroun et ses contrôles. Et je m'étais justement offusqué de ce que la note de service du directeur régional de la police pour la région du centre se retrouve sur les réseaux sociaux. Parce que vu la sensibilité de cette note de service, je me demande comment est-ce qu'une note comme celle-là, parce que dans l'administration, je parle sous le contrôle de Valère Bertrand, on parle de note portée. Et même la façon dont cette note est libellée, ce n'est pas à la portée de tous. Mais comment se fait-il que pour une note aussi sensible qui appelle à des dispositions sécuritaires spéciales, qu'elle se retrouve sur les réseaux sociaux? C'est comme je m'offusque souvent des descentes de monsieur le ministre du Commerce sur le terrain, qui va traquer ses commerçants véreux, mais le programme de sa descente est connu longtemps à l'avance parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Donc il y a un sérieux problème aujourd'hui dans le dispositif sécuritaire de nos villes. J'évoquais par exemple le cas de la pénétrante, je ne sais pas comment vous appelez ça, en fait, quand vous venez de Douala pour Yaoundé, il y a un contrôle, il y a un point d'inspection à Noumayos. Il suffit, quand vous avez votre carte nationale d'identité, on vous fait descendre, vous continuez, on interpelle ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité. La fouille n'est pas systématique. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on arnaque ceux qui n'ont pas de pièces d'identité. Vous pensez que quelqu'un qui doit mener un acte comme ce qui s'est posé, par exemple, au rond-point d'Amas, vraiment, ce qui va lui manquer, c'est la carte nationale d'identité? Mais c'est des gens qui font tout justement pour ne pas attirer l'attention. Et donc, il va falloir que les dispositifs de contrôle et d'inspection à l'entrée de nos villes, dans nos villes, soient véritablement sérieux. Et c'est moi, à mon niveau, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire aux gens, allez procéder aux fouilles systématiques dans les véhicules. Vous laissez passer les véhicules personnels, y compris ceux qui sont immatriculés CIA. Si vous parlez de fouilles, nous sommes en situation sécuritaire extrêmement sensible. On fouille tout le monde. Je dis tout le monde parce que ces personnes ont des complicités. Ils ont des ramifications. Il y a des gens qui les accompagnent. Vous pensez que ces gens-là vont se retrouver dans les taxis? Non, je ne pense pas. Oui, Prince, payer une énième attaque enregistrée du côté du quartier d'Amas à Yaoundé. Est-ce qu'il y a lieu de paniquer? Paniquer, peut-être pas, mais il y a lieu de faire très attention. Comme a dit le premier panéliste tout à l'heure, ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, c'est la énième attaque. Et après les enquêtes, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas, la population n'a pas le retour de ces enquêtes-là. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on a dépisté? Et alors, s'il faut attendre chaque fois ce genre d'attaque avant que les autorités ne réagissent, je pense qu'il y a lieu de craindre le pire dans l'avenir. Nous ne sommes pas encore là, alors nous avons un autre panéliste qui nous a rejoint dans ce studio. Il s'agit de Billy Shaw, acteur culturel. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame.
Oui, je suis un acteur culturel, mais je ne vais pas faire la fine bouche pour dire que je suis content d'être là, parce que je suis avant tout un journaliste et un formateur de journalistes. Tout à fait. Je voudrais donc dire merci à votre promoteur, qui est un ami et qui est un frère. Dieu de l'Invin. Oui, puisque c'est la première fois que je suis invité ici, donc je voudrais que vous transmettiez toutes mes félicitations. Et Aline, juste une petite discrétion, je suis très ému d'avoir avec moi ce Billy Show parce que je me souviens très jeune, nous étions passés par ces soins pour des stages de vacances au niveau de la FM 94. On peut citer avec moi Désiré Matam-Brouta, Oui, voilà, qui sont passés aussi par là. Et je voudrais profiter de l'occasion que me choisit ma présence ici pour lui dire sincèrement merci. Merci. Voilà, un témoignage vivant. Oui, Billy Show, votre lecture au sujet de cette énième attaque, cette énième explosion enregistrée au quartier Damas. Moi, je crois que sur le plan sécuritaire, il faut prendre des dispositions. Vous savez, une petite aiguille court un grand boubou. Des petites histoires comme ça ont souvent de grandes conséquences, c'est ce que je veux dire. Donc, il est important que les mesures soient prises et que, au niveau même de la sensibilisation et la mobilisation populaire, que les gens prennent des dispositions de manière sérieuse pour que nous tous nous soyons à l'abri de mauvaises surprises. Le mois est haïssable, mais je ne veux pas parler de mon quartier ici. Mais je pense que nous devons nous retrouver en sécurité partout là où nous sommes dans la capitale parce que c'est le cœur du pays et c'est important que les dispositions soient prises. Oui, avec votre permission, Madame Obama, je voudrais encore ajouter 2 ou 3 petites choses sur le modus operandi de ces différentes explosions. Je dois quand même avouer que c'est assez curieux parce que s'il faille vraiment penser, selon ce qui se dit, que ce serait des choses qui viendraient de l'autre côté, c'est-à-dire de la zone nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'en fait, il y a comme une logique de départ qui voudrait que la menace se transpose au-delà de ces 2 régions afin de contraindre le pouvoir de Yaoundé à acter dans le sens des fauteurs de troubles. On se pose quand même des questions parce que s'il faille partir du sud-ouest, je prends d'abord ce côté-là, du sud-ouest, donc le côté sud de l'entrée de la ville, donc il faut passer par Douala. En temps normal, une logique travestie du désordre devrait d'abord s'arrêter à Douala pour exploser avant d'arriver à Yaoundé. S'il faut partir du nord-ouest, il faut d'abord s'arrêter à Bafoussam en principe, c'est-à-dire la capitale régionale qui suit le nord-ouest avant d'arriver à Yaoundé. Mais ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements quelque part? Peut-être pas des dysfonctionnements, mais vous comprendrez peut-être pourquoi j'évoque cette question, parce que en matière de terrorisme ou ce genre d'actes, on évolue toujours par palier, on évolue toujours par étapes. Je me souviens en zone de Boko Haram, dans le temps quand nous y étions, le premier combat était que la capitale de la région de l'extrême nord ne soit jamais prise par ce genre d'assaut. Donc, on a tout fait pour limiter les attaques de Boko Haram, les explosions et tout ça, au département limitrophe du Nigeria qui, justement, abritait Shekau et ses enfants. Pour dire quoi? C'était le Mayo Tchanaga, chef-lieu Mokolo, c'était le Mayo Sava, que vous connaissez, chef-lieu Mora, et c'était le Logone Chari. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme cela. Mais il faut quand même dire qu'on avait eu 2 attaques en 2015 dans la ville de Maroua, le 22 et 25 juillet 2015 justement, au marché central de Maroua, qui avait d'ailleurs fait des morts. Mais on s'était dit plus jamais ça. Donc, et vous allez comprendre que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu d'attaque à Maroua. Il n'y a jamais eu d'attaque dans le Mayo d'Anaï, donc à Yagua. Il n'y a jamais eu d'attaque de ce genre dans le Mayo Kani, donc chef-lieu Kaélé. Il n'y a jamais, ces attaques n'ont jamais traversé la région de l'extrême nord pour arriver par exemple au nord, pour arriver par exemple à Ngaoundéré dans la Damawa ou arriver à l'est à Bertois. Vous comprenez que c'est quand même curieux
qu'on parte de Buea sans s'arrêter à Douala et on arrive à Yaoundé pour faire exploser. C'est curieux de partir de Bamenda sans s'arrêter à Bafoussam pour venir faire exploser à Yaoundé. C'est curieux. Et quand je l'ai dit, je me pose encore d'autres questions. M. Kaka dit tout à l'heure, le message porté était déjà dehors. Il y a des méthodes parfois qui servent de dissuasion. Parce que quand on a déjà certaines informations et qu'on ne sait pas exactement où est logée la menace, on peut, on écrit un message porté comme cela, certes qui est destiné à ses collaborateurs, mais on le met aussi volontairement à la vue du public. C'est-à-dire pour dissuader ceux qui ont l'intention de le faire, pour leur envoyer en fait le message que nous savons que vous êtes là, et bien vous gagnerez à faire sortir cette affaire-là de la capitale. C'est aussi un autre moyen. Il y a aussi un autre moyen, c'est que parfois on peut soupçonner que cela peut arriver. Il faut le savoir, on organise nous-mêmes ce genre de choses-là. Parce que celui qui tient pour traquer les bandits, c'est que beaucoup de gens ignorent, c'est que le policier, le gendarme, le militaire, le préfet ou le sous-préfet, le gouverneur doivent être lui-même un très bon bandit. Si vous voulez absolument connaître comment fonctionne un bandit, il faut que vous rentriez dans la psychologie et la moralité d'un bandit. C'est comme cela que ça marche. Un bon commissaire de police enquêteur doit être d'abord un bon bandit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? On peut nous-mêmes, à un moment, orchestrer ce genre d'explosion pour, effectivement, annihiler toute opération ou toute intention de le faire par les autres, parce qu'ils peuvent se dire, attention là, nous pensions que c'est nous qui avions le monopole de l'attaque de la ville de Yaoundé, mais il y a d'autres qui font déjà exploser. Ça fait qu'ils peuvent en voulant chercher à faire sortir des explosifs donc de la ville de Yaoundé pour aller se cacher, c'est là où on les récupère. Donc c'est comme cela que ça marche. Vous avez même suivi à un certain moment, là peut-être j'extrapole et je sors par là, où on a soupçonné à un moment l'État camerounais d'avoir ses propres groupes de sécessionnistes. Parce que c'est aussi des méthodes. C'est-à-dire que quand vous voulez montrer à l'État que vous avez le monopole de la violence, eh bien, il crée aussi d'autres factions qui font comme vous, afin de pouvoir convaincre la population de ce qu'effectivement, il faut se ranger du côté de l'État. Quand on crée le désordre dans les milieux insécures, c'est justement aussi parfois pour amener l'ordre. Comme vous dites souvent, parfois on fait plus de désordre pour amener l'ordre. C'est un peu antinomique, mais c'est aussi généralement ça. C'est tout ce que je pouvais apporter comme élément à ce niveau-là pour une meilleure compréhension. Voilà, merci. Après donc cette mise en bouche, nous allons passer à la première thématique du jour. Thème 1, association artistique et culturelle, le projet divise. Alors, Prince est payé, à tout seigneur, tout honneur. Je rappelle que vous êtes le rapporteur de la commission de rédaction des statuts de la Fédération camerounaise de l'art théâtral, conte et poésie. Pourquoi ces sons discordants? Et Madame Aubin, merci de me donner la parole et l'occasion d'expliquer à ceux qui n'étaient pas au parfum de cette situation, de ce projet de loi. Je vais commencer par l'historique qui a abouti à ce projet de loi. C'était en juillet, si mes souvenirs sont bonnes, c'est en juillet de l'année dernière que le ministre des Arts et de la Culture a fait venir les artistes camerounais et hommes de culture au Musée national pour proposer à cette famille artistique et culturelle un avenir meilleur, à savoir professionnaliser les métiers artistiques et culturels. Il a fait venir les gens au Musée national par groupe, c'est-à-dire par corporation. Et il avait deux sujets, à savoir préparer le Festival national des arts et de la culture, je veux dire la rentrée culturelle et artistique, et proposer donc ce projet de la professionnalisation artistique et culturelle. C'est ainsi qu'à tour de rôle, selon les corporations, le ministre des Arts et de la Culture a écouté tout le monde. C'était sans exception. Il a invité tout le monde qui est membre de la grande famille culturelle du Cameroun. Et comme effectivement, tout le monde ne pouvait pas suffire, il a scindé en 23 corporations. Et à tour de rôle, il a reçu toutes les 23 corporations. Et ce qu'il faisait, c'est d'écouter d'abord les desiderata de chaque artiste dans la salle. Ensuite, il a proposé qu'on organise la rentrée culturelle et artistique et que le point culminant
de cette rentrée culturelle, c'était la mise sur pied des fédérations, à savoir 23 fédérations par rapport aux 23 corporations. Ainsi, sur le champ, à cette rencontre-là, il a désigné pour chacune des 23 corporations un responsable, un coordonnateur, responsable qu'il a appelé coordonnateur, qui n'est pas un fonctionnaire, qui est un homme du métier de cette corporation. Et il a adjoint à chaque corporation 2 fonctionnaires comme facilitateurs. Je précise bien facilitateurs. Donc, ils n'ont rien à imposer à la corporation. Alors, à la sortie, chaque corporation s'est réunie et a commencé donc à travailler sur les textes de base de cette fédération. Bon, moi, j'appartiens à 2 corporations, comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Je suis homme de théâtre et homme de cinéma. Dans la corporation théâtre, conte et poésie, la corporation m'a désigné comme rapporteur de cette corporation, ce qui fait que j'étais très pris dans cette corporation. J'ai fait 2 tours à la corporation cinéma, dont le coordonnateur était le cinéaste Basseba Koubio. Dans la corporation théâtre, le coordonnateur c'était M. Ambroise Bia. Alors nous avons travaillé, je dis bien que c'est les artistes eux-mêmes qui ont travaillé les statuts. Tous les artistes. Tous les artistes, et selon les corporations. Et nous avons soumis les projets de statut à l'attention de M. le ministre des Arts et de la Culture. Qu'est-ce qui explique donc aujourd'hui ces sons discordants? Justement, la question serait bien posée à ceux qui ont le son discordant, parce que j'ai suivi dans une télévision sœur une artiste de renommée d'ailleurs, qui disait qu'elle n'était pas au courant parce que on n'est pas venu la voir chez elle pour lui dire que les artistes doivent créer des corporations. Mais quand même, soyons sérieux. On peut s'enfermer chez soi pour composer des chansons, c'est une très bonne chose. Mais quand on est une artiste et on est un homme de culture, une femme de culture, on s'ouvre, on prend des informations. On ne peut pas, le ministre des Arts et de la Culture ne peut pas fréquenter le porte-à-porte. Le communiqué pour inviter les artistes était ouvert à tout le monde. Et au niveau de la rentrée culturelle, le RECAN, la rentrée culturelle et artistique, comme le ministre l'a dit auparavant, le point culminant, c'était ces fédérations-là. Le ministre, pour cette rentrée culturelle qui a eu lieu en septembre dernier, contrairement aux autres rentrées culturelles, le ministre n'a pas voulu que tout le monde parte des régions pour venir à Yaoundé. Mais cependant, il a instruit à tous les délégués régionaux de faire la même chose, dont ces fédérations ont été conçues aussi dans les régions. Et pour la petite histoire, en ce qui concerne la fédération de théâtre, par exemple, nous, au-delà de ce qu'il y avait la même organisation dans les régions, nous, on a quand même fait venir des hommes de théâtre, hein, dans certaines régions, à l'exemple de Drama Msinga qui venait du sud-ouest, pour assister à cette préparation des textes de base des fédérations. Voilà, avec votre permission, nous lisons ce message. Bonjour le panel ce matin. Je veux par ce message magnifier la très brillante analyse de Willy. Merci Ben Dunsam. Je crois que c'est en rapport avec l'actualité, notamment l'explosion du quartier Damas à Yaoundé. Un autre message. Bonjour à votre joli plateau et à tous ses invités. Spécial bonjour à tonton Billy Shaw qui nous a fait beaucoup plaisir dans la jeunesse, surtout avec l'émission Condré Show. Baba Lessoulé, enseignant à Tcholiré. Un autre message. Bonjour, pourquoi tant de problèmes au niveau culturel? Certes, l'État ne fait pas toujours ce qu'il faut, mais les artistes dérangent. Ils refusent tout ce qu'on leur propose. Bon débat. Merci, ça c'est le message de Fly. Alors, Billy Shaw, nous venons de l'entendre. Les artistes ont bel et bien pris part à ces concertations, mais jusqu'à ce jour, certains soutiennent qu'ils n'ont pas été appelés à ces concertations. Pourquoi tant de remous? Ce qui est important de savoir, c'est que
c'est la conséquence de l'amateurisme et du bricolage, madame. Moi, je vous parle ici. Je m'appelle Mbayolo Bernard de mon vrai nom. Je suis le rapporteur général du comité de normalisation du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur au Cameroun. Nommé par Madame Amatou Toumouna en 2014. Ce comité avait autour de lui un certain nombre d'experts. Nous avons pratiquement révisité toutes les dispositions réglementaires qui sont prévues dans la propriété littéraire et artistique. Je veux parler dans le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur. Ce comité était présidé par le professeur Christophe Sénat. Nous avons fait le casting de toutes les personnalités, de toutes les intelligences qu'il y a au Cameroun et ailleurs. L'État du Cameroun a fait venir le professeur André Lucas, qui est considéré dans le monde entier comme le pape du droit d'auteur, qui est arrivé au Cameroun, pour voir le cadre normatif et réglementaire dans lequel les artistes camerounais devraient évoluer. Je voudrais dire qu'au sortir de ce travail qui a duré pratiquement 1 an, nous avons pris un certain nombre de dispositions et nous avons fait des propositions. Je détiens le rapport de toutes ces propositions qui ont été faites. Ce travail a été remis à qui de droit, donc à Madame le ministre Amatou Toumouna, à l'époque ministre des Arts et de la Culture. Il fallait tout simplement transmettre, parce que madame, il y a véritablement de l'amateurisme et du bricolage. J'insiste là-dessus, parce que le chef de l'État lui-même en a parlé. Vous savez d'abord préalablement que dans l'environnement, ce que vous appelez les artistes ici ne sont pas des artistes, ce sont des bricoleurs. Quel est le statut? Depuis 1991, nous sommes allés aux États généraux de la culture et il y a eu tout autour de ce grand rendez-vous national, madame, avec la contribution d'experts internationaux, des engagements fermes, notamment 12 propositions qui ont été faites et qui devaient tout simplement être implémentées. Malheureusement, comme au Cameroun, personne ne prend rien au sérieux. Malheureusement, les propositions sont rentrées dans les tiroirs. Sont restées dans les tiroirs. Et on a l'impression qu'on inventait quelque chose. Madame, l'État du Cameroun a fait ces histoires de fédération avant. Allez en 1967, madame. Lisez un peu l'histoire de la progression de la culture au Cameroun. L'État du Cameroun subventionnait d'abord l'art et la culture. Avant la création de la SOCADRA, dans les années 1979, l'État, je parle sous le contrôle d'un artiste que je connais bien du début jusqu'à la fin, lui-même dans un statut de pigiste à l'Assemblée nationale avant de jeter l'éponge. Donc, ces histoires de fédération ont existé. Et l'État est parti de ces fédérations. Pourquoi? Parce que quand le Cameroun et les artistes camerounais en particulier ont décidé de prendre leur destin en main, parce que nous voulions avoir un ministère des arts et de la culture. C'est d'abord le ministère de la culture et c'est devenu le ministère des arts et de la culture. On voulait à tout prix avoir ce ministère. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que l'État, malheureusement, pris par la gorge, par les institutions de Bretton Woods, dont notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dont nous sommes dans les années 86-87 jusqu'en 90, l'État se désengage. L'État dit, bon, ok, vous êtes des grands garçons. D'ailleurs, les dispositions de l'UNESCO de 1987 vous donnent la possibilité de prendre votre destin en main. Vous devez vous débrouiller et tout. Et les artistes se sont donc organisés parce que l'État est parti du secteur pour donner la possibilité aux auteurs de pouvoir prendre en charge la gestion de leurs droits. Ce qui est même d'abord prescrit dans la loi camerounaise du 19 décembre 2000. Que l'artiste signe un contrat, ou bien il peut entrer dans une société de gestion collective du droit d'auteur, ou bien signer un contrat de gré à gré pour percevoir ses droits. Parce que, madame, nous partons de là. Il faut d'abord, sur le plan socio-historique, montrer le contexte dans lequel nous aboutissons. Et quand, légitimement, je dis bien légitimement, et j'insiste sur mes mots, quand légitimement le professeur Bidouin-Pat arrive, nous sommes en droit de penser que voilà un professionnel de la profession qui arrive et que il va mettre les choses en place. Il y aura une nouvelle dynamique. Et le principe de la continuité de l'action de l'État. Madame Amatou Toumouna a posé les bases. La concrétisation, on l'attendait de Bidouin-Pat. Et il arrive,
subitement, nous tous, nous sommes, la communauté culturelle, nous sommes surpris. Qui bat comme ça en brèche toutes les intelligences qui ont contribué à créer un socle autour de la culture camerounaise, à avoir une vision. L'erreur qu'il y a, c'est que chaque ministre qui arrive au ministère des Arts et de la Culture, botte en touche la gestion collective, veut entrer dans une autre démarche novatrice, alors qu'en fait, on ne demande rien, on demande tout simplement de protéger, de sécuriser les biens et les individus que sont les artistes pour qu'ils puissent en sortir. Donc, le statut de l'artiste. On ne peut pas parler des artistes au Cameroun, on ne peut pas parler des associations, on ne peut pas parler des fédérations si à la base, il n'y a pas un statut de l'artiste camerounais. Madame, c'est le problème de fond. Tout ce que vous êtes en train de broder là tout autour à la périphérie et tout. Et je voudrais vous dire que pour amener un texte, aller avec un texte à l'Assemblée nationale, vous dites c'est un projet de loi et tout, il y a d'abord des stratégies de plaidoyer énormes à déployer auprès des décideurs et tout. Si les principaux concernés, qui naissent libres et indépendants, leurs œuvres comme eux-mêmes, ce sont les attributs du droit d'auteur qui disent que ces attributs sont inviolables, inaliénables, imprescriptibles et perpétuels, attachés à vie à l'artiste camerounais. Et l'artiste camerounais est la seule personne qui, durant sa vie, produit les œuvres, ces œuvres sont exploitées, ces droits ne lui sont pas reversés en termes de droits d'exécution publique, droits de reproduction mécanique. On est surpris que l'État ne prenne pas l'encadrement et la protection de l'exploitation de ces œuvres-là par des dispositions rigoureuses et urgentes pour que l'artiste perçoive effectivement ses droits. Parce que l'artiste est la seule personne professionnellement reconnue dans le monde entier qui reverse tout ce qu'il a créé au domaine public. Parce que 50 ans après sa mort, ses ayants droit ayant joui de ses droits, maintenant, cet argent-là revient à l'État du Cameroun, on vous crée des dispensaires, on vous crée des maisons de la culture et tout, parce que l'artiste a eu une autre générosité qui est particulière, c'est celle de reverser son argent. Aujourd'hui, quand vous voyez des artistes comme Mozart, Beethoven et tout, ils n'ont plus de descendants directs qui jouissent de ces droits, parce que la loi française dit, 70 ans après la mort de l'artiste, ça entre dans le domaine public. Au Cameroun, c'est 50 ans, madame. Donc, quand nous pensons que les gens ne prennent pas les artistes au sérieux, il y a des professeurs d'université qui sont des artistes. Il y a une communauté camerounaise. Bidoumpad même est artiste. Il a commencé au théâtre, on le connaît, et tout. Et donc, il comprend mieux ces choses-là, puisqu'il a été sur le terrain avec nous. Je suis étonné, parce que je connais très bien le prince Epea Moni qui est assis à côté. Je suis étonné qu'il me tienne un discours aussi fluide. Voici l'un des meilleurs comédiens de tous les temps au Cameroun. Regardez dans quelles conditions, excusez-moi, hein, je ne suis pas venu froisser votre amour propre. Regardez dans quelles conditions vivent nos artistes. Voilà, Biliche, vous aurez le temps d'intervenir à nouveau. Valère Bertrand, est-ce qu'il n'y a pas imposture quelque part? Si oui, de quel côté? L'imposture, vous avez sorti le mot, l'imposture est de partout. Vous savez, le drame du Cameroun, c'est que personne ne veut être à sa place. Et personne ne veut jamais faire ce qu'il a appris. Parce que tout le monde, vous voyez, un enseignant des sorties de l'école normale veut être directeur des chefs de division de la statistique. Et un ingénieur veut être quelque chose au ministère des Arts et de la Culture alors qu'il ne connaît rien à l'affaire là. C'est très compliqué. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. Je crois que M. Bilichou venait de le dire tantôt. La particularité du ministère des Arts, c'est que si on essaie d'étudier un peu depuis le régime du renouveau, je commence seulement par là, je laisse tout ce qui s'est passé avant, on regarde un peu les ministres qui sont succédés à la tête de la culture, et, à 80%, c'est des hommes de culture qui y sont passés. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est-à-dire, soit il était écrivain, celui-là, soit il était un homme de théâtre, soit il était un poète, soit il était... Bon, on a eu quelques exceptions. Je ne sais pas si Mme Amatou Toumoun a écrit un jour, ou je ne sais pas, elle a joué un théâtre, bon, je ne peux pas me prononcer. Elle est traductrice. Elle est traductrice de formation et productrice des œuvres littéraires. Bon, d'accord, ça veut dire qu'elle est aussi du métier. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que le professeur Mouale Kombi, même, c'est un poète. C'est aussi un écrivain. Effectivement. En dehors de la poésie, il a écrit aussi il a des œuvres, la diplomatie camerounaise, donc il a d'autres œuvres littéraires. Donc, vous voyez que c'est un ministère qui a toujours été dirigé par des hommes de ce métier. Et la curiosité, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est ce dont je viens de dire tout à l'heure. L'imposture n'est pas seulement dans ce ministère du fait de ce que peut-être les gens se retrouvent là, ils ne doivent pas se retrouver, non. Il y a une imposture organisée. C'est-à-dire que, il vient de le dire, c'est-à-dire que quelqu'un même du métier, il sait que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire, mais décide quand même de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, ses intérêts sont ailleurs. Vous voyez, j'aime toujours le dire, et je m'amusais à regarder par exemple la loi numéro 90-053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association qu'on a décidé d'envoyer à l'Assemblée nationale pour amendement. Et on a décidé de modifier un seul article, je crois que c'est l'article 5 alinéa 4. Donc l'alinéa 4 qui inclut donc désormais les associations à caractère culturel, parce qu'en fait ce n'était pas prévu dans cette loi. Je me suis posé des questions, mais attention. On sait quand même que, est-ce qu'on avait vraiment besoin encore d'amener cette loi à l'Assemblée nationale pour introduire les artistes dans cette affaire-là? De deux, parce que je me pose la question d'autant plus que on n'a pas attendu cette loi, ou alors cette loi existait déjà, alors qu'on a pu créer, on a pu sortir une autre loi sur les syndicats, qui date de 1993. Mais on n'avait pas amené la loi de 90 à l'Assemblée pour la modifier. Les ONG ont bénéficié d'une loi en 99 et un décret d'application qui est venu du Premier ministre qui est venu un an après, en 2000. Mais on n'a pas eu besoin d'amener cette loi à l'Assemblée nationale. Mais d'où vient-il que finalement, c'est l'affaire des artistes qui amène encore cette loi en modification, alors qu'il y a même d'autres problèmes plus importants même dans cette loi, en termes d'actualisation, qui nécessitaient vraiment qu'on recule complètement cette loi, parce qu'elle n'est même pas la seule. Il y a la loi sur le maintien de l'ordre. Il y a même la loi sur les partis politiques. Il y a la loi, il y a la loi, il y a la loi. Mais je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous comprenez qu'il y a comme une volonté de caporaliser le milieu artistique. J'ai même vu à un certain moment, selon le texte qui apparemment va faire florès dans ce secteur-là, qu'on va les obliger désormais à s'affilier à des fédérations. Et ces fédérations elles-mêmes seront obligées de se soumettre à l'État. Ça veut dire par exemple que désormais le Ngondo ne sera plus une affaire où le prince Akwa et autres se rassemblent et disent que bon, notre Ngondo c'est en décembre tel jour, et puis on informe juste le sous-préfet que bon, voilà notre itinéraire et voilà le lieu où on va faire nos affaires et c'est terminé. Non, le Ngondo doit s'affilier et le Ngondo doit requérir des autorisations désormais et payer même certaines taxes. C'est que les gens ne savent pas, parce que quand on vous amène déjà dans une organisation aussi fermée d'une affaire, sachez qu'il y a déjà des lobbies financiers qui sont derrière cette affaire-là et qui se mobilisent. Il y a donc un souci. Si vous dites liberté d'association suppose la liberté de tous les actes que vous posez du moment où ils restent conformes aux règles, aux normes et aux principes de votre métier. Voilà. Donc, on ne peut pas dire liberté d'association. Personne ne paye un artiste quand il s'enferme chez lui pour écrire un poème. On recueille. Ou quand il s'enferme chez lui pour grincer la guitare et trouver les belles notes à soumettre aux Camerounais. Mais une fois qu'il les a sortis, vous lui dites, pour que tu arrives à prétendre à quelque chose sur la scène publique, il faut que tu sois affilié à ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que M. Bilichou maintenant, qui peut-être peut organiser 2 ou 3 manifestations publiques en termes de concerts ou de ceci, ne pourra les organiser que pour les artistes qui présenteront une autorisation venue de quelque part. Alors qu'il était juste suffisant de louer une salle et de voir monsieur le sous-préfet dire que bon, je compte faire ceci, bon, sachez quand même que je serai là-bas, à la Sanza, au centre publicité ou là-bas. Donc maintenant, il faut qu'il soit d'abord affilié quelque part et monsieur Billy, pour aller organiser, doit lui dire, mon frère, est-ce que tu es d'abord affilié à cette affaire-là? Je ne veux pas de problème. Parce que si tu n'y es pas, je ne peux pas venir à ta chose, au risque de m'exposer moi-même. Ça devient très compliqué. Ça veut dire qu'on est en train de tuer là. Oui, madame. Je m'excuse. Excusez-moi. Parce que vous m'inspirez par ce que vous dites. Quand vous parlez de la loi camerounaise du 17 décembre 2000, qui gère le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur, cette loi est complètement en retard sur toutes les dispositions réglementaires internationales. Je ne vais pas commencer à les citer ici. C'est pour cela qu'en 2014, l'État s'entend que nous sommes en retard par rapport aux nouvelles dispositions.
je veux parler du numérique, je veux parler des œuvres immatérielles, je veux parler de la norme ISO. L'État était complètement en retard et tout. Madame, aujourd'hui, avec les structures de téléchargement qu'il y a partout dans le monde entier, même dans nos quartiers et tout, les enfants sont installés dans les carrefours et tout, on ne contrôle plus la circulation, on ne protège plus les droits d'auteur avec la circulation des œuvres immatérielles. Donc, même les Français ont compris, ils ont modifié la loi du 5 juillet 1985, la loi Langue, et ils ont créé la loi Adopi, que tout le monde connaît, et qui protège un certain nombre. Même l'Union européenne, en mai 2001, a créé des directives spéciales pour protéger les artistes et leur donner la possibilité d'être épanouis. Au Cameroun, madame, la loi du 19 décembre 2000, avait un décret d'application, celui du 1er novembre 2001, et tout, qui a été modifié à 2 reprises. Vraiment, je ne voudrais pas être dur, mais de véritables incongruités, puisque le décret de 2015, signé par Philemon Yang, l'ex-premier ministre et tout, était en contradiction avec le code de la nationalité au Cameroun, puisque le domaine culturel, madame, est un domaine régalien. C'est un patrimoine qui est protégé par l'État du Cameroun. Comment vous pouvez comprendre qu'un décret d'application d'une loi qui n'a pas été modifiée, qui prévoit 4 sociétés, alors que le décret d'application signé par le Premier ministre nous annonce 5 sociétés, alors que la 5e société, la SCDV, est inafférente parce que il y a une nouvelle disposition qui doit être prise pour que la loi intègre la 5e société. On a créé plutôt un décret d'application pour modifier le décret du 1er novembre 2001. On le sait, les artistes le savent. Et quand nous avons attaqué le Premier ministre pour lui dire que ce n'était pas normal, que pour protéger les droits des artistes, pour protéger le patrimoine culturel camerounais, vous ouvrez une porte, une boîte de Pandore, pour dire que même les gens qui n'ont pas la nationalité camerounaise peuvent être élus dans les organes dirigeants et tout, alors que le code de la nationalité camerounaise ne l'autorise pas. Il y a eu donc une rebuffade, puisque le Premier ministre est revenu à des meilleurs sentiments à cause du plaidoyer que nous avons fait, des remarques que nous avons fait. On est revenu, il a signé un autre décret, celui de 2016. Celui de 2007. Dans le décret d'application, la loi du 19 décembre 2000 a 3 décrets d'application qui véritablement se chevauchent et se télescopent. À l'heure actuelle, nous avons une société qu'on appelle la SCDV, qui est dirigée par quelqu'un qui a une nationalité douteuse. Je ne veux pas donner son nom ici parce que je connais les questions de droit. Qui est dirigée par une personne qui a une nationalité douteuse. Toutes les dispositions réglementaires qui permettent que dans le droit voisin puisse percevoir dans la copie privée, par exemple à l'entrée du Cameroun, à travers les douanes, sur tous ces instruments qui participent et qui ont la présomption d'utilisation et tout, et qu'on taxe à l'entrée pour que les artistes puissent vivre, toutes ces dispositions ne sont pas prises. Et madame, c'est pour cela que à l'heure actuelle, tout ce qu'on nous crée là, au moment où les artistes camerounais attendent leur argent, au moment où l'artiste camerounais est dans un état critique, vous le connaissez, vous suivez l'actualité et tout, venez nous parler d'association d'un projet de loi, alors que ça fait pratiquement 2 ans qu'ils n'ont pas perçu leurs droits. Manu Dibango meurt après avoir perçu quelque chose qu'on n'appelle même pas le droit d'auteur, parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. 25 000 francs, madame, et tout. Nous attendons une grande répartition de plus de 463 millions de francs CFA. On nous a annoncé cette répartition pendant que les artistes commencent un peu à attendre pour pouvoir respirer à la maison, qui se soignait, qui louait ou qui envoyait un enfant à l'école. Nous ne sommes pas intéressés par cela. Le président sait très bien, puisqu'il a un accord réel et une entente réelle, un contrat moral, intellectuel et humain avec les artistes camerounais. Le président Paul Biya sait très bien que nous sommes avec lui, mais nous n'acceptons pas cette loi-là. Et cette loi-là, elle ne favorise pas l'épanouissement de l'artiste camerounais, parce que l'artiste camerounais est un individu libre. L'État du Cameroun, d'ailleurs, il y a une disposition en 1992, c'était Zambou Zoleko, de regretter mémoire, alors secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, qui est venu avec une disposition que l'État s'est retiré progressivement du domaine. Maintenant, si l'État veut prendre de la main gauche ce que l'État nous a donné de la main droite, il faut qu'on nous dise clairement et qu'on appelle tous les acteurs, qu'on nous explique et tout et tout et tout. Voilà, Billy Show, l'émission interactive, nous prenons ces messages. Bonjour le plateau. Le problème des artistes, c'est la mauvaise organisation entre les artistes eux-mêmes. Tonye Balobaki premier depuis Ngaoundéré. Cet autre message, bonjour.
Otto Marcelin, il s'agit donc d'Otto Marcelin. Je ne suis pas au courant de cette affaire de fédération au MINAC, c'est curieux. Il ajoute, tous les artistes ne sont pas les vedettes et toutes les vedettes ne sont pas des artistes. Le MINAC n'est pas un ministère des droits d'auteur. Au Cameroun, quelques fonctionnaires véreux, quelques artistes voyous et quelques journalistes malhonnêtes volent de l'argent que génère le droit d'auteur depuis toujours. Otto Marcelin, oui, monsieur Epé voulait réagir. Oui, tout à l'heure, mon copanéliste d'extrême gauche là-bas a Valère parlé... Bertrand Bessala. Voilà, camarade Valère Bertrand a parlé de la loi, mais je pense qu'il s'est trompé dans son analyse. On n'a pas supprimé la loi de 90. On ne l'a pas supprimée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les associations peuvent continuer comme dans le passé. D'ailleurs, on n'oblige aucune association de venir s'adhérer à la fédération. C'est un plus qu'on a plutôt donné aux fédérations. Ça veut dire quoi? Il a pris l'exemple du Ngondo. Ça veut dire que le Ngondo continue à être l'association Ngondo. Maintenant, il a la possibilité d'adhérer aussi à la fédération des festivals. Voilà des opportunités qu'on ajoute. On n'a pas supprimé cette loi. Et quand Billy Shaw parle du statut de l'artiste, je suis d'accord qu'il faut un statut de l'artiste. Mais quand il dit qu'en dehors du statut de l'artiste, rien, mais je lui rétorque, mais alors ça veut dire que même les droits d'auteur dans lesquels il a travaillé, ça ne valait pas la peine, puisqu'il n'y a pas le statut d'artiste. Nous attendons tous le statut d'artiste, mais en attendant, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi il ne faut pas faire l'amalgame. Otto Marcelin l'a dit tout à l'heure, le ministère de la culture, des arts et de la culture, ce n'est pas le ministère des droits d'auteur. Et en ce moment, c'est les artistes eux-mêmes qui gèrent les droits d'auteur. Il ne faut pas faire l'amalgame, ce n'est pas les droits d'auteur. Ce projet de loi ne parle même pas de droits d'auteur. Sauf que quand vous dites ça, il y a la commission. Laissez-moi parler, mon frère. De deux, on a écrit nulle part qu'on a botté les droits d'auteur comme à gauche, comme l'a dit mon frère Bilichou. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. On n'a pas mis les droits d'auteur à la touche. Il continue d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais vous dire la cacophonie qu'il y a dans les droits d'auteur. Nous tous, nous vivons au Cameroun, nous savons. Donc ils continuent dans leurs droits d'auteur avec cette cacophonie, mais les artistes sérieux veulent effectivement, ce projet de loi effectivement amène vers le statut de l'artiste. D'ailleurs, ce projet de loi n'est que l'application d'un décret de la charte culturelle signée depuis 1979 et qui n'a jamais été appliquée au ministère de la Culture. Voilà donc quelqu'un qui vient et qui met donc en application ce décret de la charte culturelle. Voilà, c'est plutôt un plus. Le projet de loi ne botte à la touche aucun autre statut qui existe avant. Les associations vont continuer, les droits d'auteur vont continuer, mais ils ont la possibilité de venir aussi s'adhérer aux fédérations. Oui, Willy Kak, à votre niveau, qu'est-ce qui coince? Pourquoi ce projet de loi, encore en examen à l'Assemblée nationale, crée déjà tant de tollé? Déjà, je voudrais rappeler mon grand frère, le prince sérénissime du canton Akwa, M. Epeya qui est là, que contrairement à ce qu'il venait de dire, effectivement, le nouveau projet de loi va modifier la loi du 19 décembre 1990, surtout les dispositions qui sont incluses dans l'article 5, l'alinéa 3, parce qu'il va extraire les associations culturelles et artistiques. Il y aura donc des nouvelles dispositions, des dispositions particulières concernant ces associations, puisque les associations qui voudront exercer sur le territoire camerounais devront, comme l'a dit Valère Bertrand Bessala, au préalable obtenir une autorisation. Il en est de même des associations étrangères qui ne pourront plus exercer sans aucune autorisation. Donc, elle va automatiquement modifier la loi du 19 décembre 1990. Alors, je reviens maintenant sur la question que vous me posez pour dire que vous avez demandé s'il y a de l'imposture. Je dis oui.
Il y a de l'imposture, mais à cette imposture s'ajoute davantage la malhonnêteté intellectuelle et la malgouvernance. À ceci, on peut ajouter aussi la mauvaise foi. Parce que quand j'entends, par exemple, le prince le prince d'Inakwa dire que les associations culturelles de tous bords ont été associées à ce projet de loi défendu par monsieur le ministre de la Culture auprès des députés, je veux bien lui accorder cela, mais je me pose la question du pourquoi de cette lettre ouverte du collectif des professionnels, des professionnels du secteur culturel aux députés. Parce que moi, lorsque j'ai interrogé cette lettre en la lisant, ils disent n'avoir pas été associés à ce projet de loi. Donc, ça veut dire que monsieur le ministre de la Culture, Ismaël Bidounkwa, qui soit dit en passant, comme le relevait mon grand frère Billy Shaw, est un artiste, Mini Pampa, nous tous nous savons ce que c'est, a décidé délibérément de choisir les artistes à consulter pour ce projet. Or, c'est un projet qui ne concerne pas un groupe d'artistes. Donc, selon vous, il y a eu discrimination. Effectivement, c'est pourquoi je parlais de mauvaise foi. Et j'interpelle maintenant la malgouvernance qui régit notre pays, qui définit notre pays aujourd'hui, parce que le projet que M. Bidounkwa veut défendre aujourd'hui, quand vous écoutez, moi je l'écoutais encore chez nos confrères de la CRTV, il disait que ce projet vise à structurer le mouvement culturel, créer des entreprises culturelles, professionnaliser les secteurs de l'art et de la culture. On n'a pas besoin d'un projet de loi pour cela. On n'a pas besoin d'un projet de loi pour professionnaliser les artistes camerounais, puisque ce dont il est question, M. Bidounkwa le sait, c'est d'abord de rassembler tous les artistes camerounais, de rassembler toutes les associations culturelles, que les uns et les autres aient la même vision de choses. Parce que vous ne pouvez pas dissocier les associations culturelles des associations des artistes, puisque tous ont un même but, celui de promouvoir la culture et l'image de marque du Cameroun. Ce qu'ils font jusqu'ici de façon isolée, malheureusement. Or, il n'est plus question que ça se fasse de façon isolée, ça doit se faire de façon collective. Quand vous regardez la passe d'armes qu'il y a entre deux acteurs culturels, vous comprenez bien que même le milieu culturel, lui-même, il a un problème. Or, vous ne pouvez pas aller trouver une solution à des gens qui sont déjà d'abord divisés. Le préalable de toute chose, c'est d'abord de rassembler tous ces artistes. Les états généraux de la culture qu'on a organisés à coût de milliards de francs CFA dans ce pays, ça servait à quoi? Qu'est-ce qu'on a fait des résolutions de ces états généraux de la culture, qui sont d'ailleurs sur la table de M. Bidounkwa et qui ont même été, à la limite, rangés dans les placards? Je veux, au risque d'être vraiment évasif, je pense que M. Bidounkwa, ce qu'il est en train de faire là, c'est du folklore, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Il y a un préalable qu'il fallait d'abord faire avant d'aller défendre ce projet de loi devant les députés. Mais comme malheureusement on est dans une session parlementaire où on veut donner du grain à moudre aux députés, parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont finalement rien à faire, parce que là, avant cela, il y a eu un projet de loi pour la préservation de l'habitat des gorilles. Il y a eu un projet de loi pour X, Y, alors qu'il y a les vrais problèmes. Il y a les Camerounais qui meurent de Covid-19, de paludisme et tout. Je pense que ça, c'est du folklore, et ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire là. Il y a d'autres choses qui devraient être faites avant. La suite du débat dans un instant, avec le concours de la régie, nous prenons la page publicitaire. Is it possible to have a credit card that can allow you to do some transactions from any ATM? With Vision Finance Card, it is now possible. Bank cards from Vision Finance, Ayon, Esingang, Diamond, and Asimba are linked to your account. They all have a weekly withdrawal limit. But the most interesting thing is, with sharing and pooling of GMAC, you can carry out your transactions at the ATM of any partner bank in Cameroon and within Central Africa.
Vision Finance portfolio of Bancat, your bank is in your pocket. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Est-il possible d'avoir une carte bancaire qui permette d'effectuer des opérations dans n'importe quel distributeur? Avec la gamme des cartes de Vision Finance, c'est désormais possible. Les cartes de crédit de Vision Finance, Ayon et Singang, Diamond et Asimba sont rattachées à votre compte courant et accessoirement à votre compte d'épargne. Elles ont toutes un plafond hebdomadaire de retrait. Mais le plus intéressant, c'est qu'avec la mutualisation du GIMAC, vous pouvez effectuer vos opérations dans n'importe quel distributeur des banques partenaires au Cameroun et dans toute l'Afrique centrale. Avec la gamme de cartes de Vision Finance, votre banque est dans votre poche. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Retour sur ce plateau et comme il est de coutume après la page publicitaire, nous enchaînons immédiatement avec la revue de presse. D'abord, le quotidien Le Messager qui écrit ce matin, Marie-Thérèse Manga, RDPC, le refuge des ennemis du développement. Place au quotidien Mutation, ici on peut lire en grande une, crise anglophone, succession, Tibor Nagui, 3 points d'interrogation, confession française. Une mission parlementaire hexagonale ayant séjourné au Cameroun a rendu sa copie mercredi à Paris, souligne ce journal. La suite avec le quotidien de Guardian Post, il écrit « Suspected Amba fighters behead 2 girls in Kumba ». Place au quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui réserve sa grande une de ce jour à l'impact économique du Covid-19 en zone CEMAC. Yaoundé et Brazzaville se concertent donc, selon ce journal. Le sujet était au menu de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, à Gilbert Ondongo, ministre d'État congolais, chargé de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public, envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. Information à lire dans les pages 2 et 3. La République, le quotidien La République Presse est également disponible ce matin. Il titre « Poursuite de la lutte contre le coronavirus au Cameroun, dispositif rassurant ». Place au journal Le Quotidien. Ici, on peut y lire « Lutte contre le Covid-19, les dispositifs de riposte évalués ». Et puis, en manchette, nous avons « Développement des médias privés ». Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga dote le Cameroun de 2 tours futuristes. La suite avec le journal Réalité Plus. L'actualité ici est également marquée par le Covid-19, notamment les sites du traitement des malades et de stockage du matériel qui se portent bien selon ce journal. Et puis, le journal parle également de ce projet de loi en titrant « Voici le projet de loi qui va sauver les artistes ». Place au Tri Hebdo le soir. Ici, on peut y lire « Construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, le Mindu stoppe les pertes financières ». Autre journal disponible ce matin est Singang qui consacre sa grande une à Jean-Pierre Amougou Belinga en relevant qu'il dénonce ses frères Betty. En effet, selon ce journal, pour l'homme d'affaires, promoteur du groupe L'Anecdote, certains collaborateurs du chef de l'État, originaires de sa communauté et de la région du centre, lui mettent des bâtons dans les roues.
La suite avec le journal L'intelligent d'Angola, Sa Majesté Amougou Belinga Jean-Pierre fait également la une de ce journal. Ni Dieu ni diable, par les bonnes fées qui se sont penchés sur leur berceau, certains hommes sont appelés à connaître un parcours exceptionnel. Assurément, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga est de cela en raison de ce qu'il est et de ce qu'il faut, souligne ce journal. Également disponible dans les kiosques ce matin, le journal Les Sénateurs Juniors. Ici, c'est la paix et la sécurité au Nozo qui intéresse. Les sénateurs juniors soutiennent donc le plan présidentiel. Et c'est tout pour la revue de presse de ce matin. La suite, mesdames, messieurs, c'est dans les kiosques à journaux. Alors, pour la suite du débat, Valère Bertrand, on voit bien au travers des différentes interventions que la situation est grave. Elle n'est pas grave. Vous savez, moi je trouve pas la situation grave. Je trouve juste que le fauteur de trouble, c'est l'État. M. Kagla dit tout à l'heure, M. Bilichou l'a encore dit. Vous savez, ce n'est pas le rôle de l'État d'organiser les corporations libres. Ce n'est pas son rôle. Ce sont les corporations libres elles-mêmes qui doivent s'organiser et soumettre à l'État les orientations qu'elles veulent bien, auxquelles elles veulent bien se soumettre. Parce que c'est ça le plus important. Si vous avez dit liberté d'association, ce n'est pas à vous d'aller créer des associations dans lesquelles ces associations vont adhérer. Donc, il faut qu'on se comprenne. Le rôle de l'État, dans ce monde que nous avons choisi dans l'orientation républicaine du Cameroun, n'est pas un État acteur, ni un État opérateur. C'est un État régulateur. Ça veut dire que vous créez vos affaires selon ce qui vous plaît bien, vous vous organisez autant que faire se peut, mais moi, l'État régulateur, je m'arrange juste à ce qu'il n'y ait jamais de problème entre vos activités et les besoins de la République. Si vous avez un problème qui dépend de ma compétence, moi l'État, alors je prends des engagements en concertation avec vous. C'est tout ce qui doit se passer. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Les artistes ont bien des corporations. Ils ont bien des organisations qu'ils ont créées. Je me suis offusqué à un certain moment et dit, mais qu'est-ce que l'État a nommé les gens à la Sociladra, à la SOCAM? Mais c'est aberrant. C'est l'affaire des artistes. Ça veut dire quoi? Puisque l'argent, par exemple, que les entreprises qui utilisent ces œuvres-là produisent, rentre déjà dans le domaine public et que c'est à l'État de le redistribuer. Tout ce que l'État fait, c'est que dites-moi comment vous êtes organisés, vous les artistes et musiciens, vous les hommes de théâtre, vous les poètes, vous les écrivains. Et ensuite, vous me dites qui est artiste et qui ne l'est pas. Alors, tout ce que l'État peut créer, par exemple, c'est comme on a fait avec les journalistes. C'est-à-dire la carte, vous appelez ça comment? La carte de presse. C'est-à-dire la carte de presse. Ça veut dire que si, au niveau de l'association des poètes, on dit que vous êtes poète, vous devez avoir une carte qui dit que vous êtes poète. Donc quand l'État affecte l'argent, après avoir récolté, parce que ce n'est pas les artistes qui vont toquer à la brasserie, ce n'est pas des artistes qui vont toquer chez Orange ou MTN, c'est l'État qui met des mesures, c'est ce que M. Billy vous rappelait tout à l'heure, c'est l'État qui met des mesures incitatives et même coercitives en place pour amener tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit à contribuer au bonheur de ses producteurs. Et une fois donc qu'il a rassemblé cela, ça peut être peut-être par un compte d'affectation, ou je ne sais pas comment on va procéder, il se dit, voilà ce que les œuvres, la poésie a produit, voilà ce que la musique a produit, voilà ce que le théâtre a produit. On affecte à ces associations, comment dire, organisées d'elles-mêmes, et qui savent désormais donc, qui est artiste, qui ne l'est pas, qui est poète, c'est tout ce qui devait se faire au Cameroun. Mais l'État est allé, comme on dit parfois, dans un autre monde ultra petit. C'est-à-dire qu'il a outrepassé ses fonctions de régulateur et il s'est retrouvé en train de placer des hommes liges à la tête de ces différentes organisations des artistes qui ont foutu le monde. On a même pris des professeurs d'université. On a pris des professeurs d'université, mais attendez. Moi j'ai vu celui qui était passé d'abord à la CMC qui doit être recteur quelque part. Il est devenu. C'est les châteaux. C'est vous qui avez donné son nom. C'est des châteaux, c'est des grosses voitures, c'est des terrains achetés à Bastos, ainsi de suite. Mais attendez, il y a un problème. Et quand vous voyez des artistes,
Un mec qui graisse sa petite guitare, il va grimper un artiste. J'étais encore avec l'aîné Zebela même. Zebela même. Moi, je vais me commencer très loin chez Zebela. Mais ce monsieur, quand vous le voyez, vous dites, mais Seigneur, est-ce que c'est ce monsieur qui a joué les Angalewa, qui a travaillé dans ce que vous, c'est l'orchestre national, je sais pas comment, la fanfare et tout, c'est fanfare de la gendarmerie, l'orchestre national. Il me dit, il vient même parfois ici à Info TV, il nous dit vraiment, moi j'aime ce que vous faites, voilà j'ai ma petite contribution pour un mois, pour il a chanté pour le, je sais plus qui là, la fois dernière, Manu Dibango et tout ça. On lui dit non, grand frère, on va faire ça gratuitement. Il dit, mais comment tu sais pour regarder la télévision, là, pour savoir que on a mis ça? Il dit, moi je suis dans mes plantations au village, parce que c'est ça qui me fait vivre. Voilà un artiste. Depuis 30 ans, 40 ans, il a travaillé, aucun résultat. Quand j'apprends par exemple que Maman Guéa est décédée, on lui dit, voilà, 20 000 francs. On dit, voilà, l'aîné venait de dire Manu Dibango, le grand Manu Dibango, 25 000 francs. Ce n'est pas normal. Donc vous voyez donc à ce niveau, je dis, l'État est allé ultra petit A parce qu'en fait, ceux qui dirigent le ministère des Arts, qui ont oublié d'où ils viennent, par exemple comme ce ministre, il a oublié qu'il a un homme de théâtre. Il croit qu'en fait, il est né avec la fonction ministre. Et donc désormais, il peut prendre des lois qui en fait n'ont rien à voir avec les intérêts des artistes. Monsieur Epea a cité la charte de 79, cette charte de l'élu, mais attendez Monsieur Epea, quand vous savez ce que c'est qu'un décret d'application, un décret d'application qui arrive après 10 ans, 10 ans après la loi qu'elle est censée faire appliquer, n'est plus d'actualité. C'est clair. N'est plus d'actualité. Nul. Qui plus est, ce décret est arrivé 30 ans après. Ouais. 30 ans après cette loi de 79. Mais dites-vous, M. Billy vous a dit qu'en France, on avait déjà même modifié la loi Jacques Lang 2 ou 3 fois, jusqu'aux années 2000. Mais vous avez une charte de 79 et vous venez à sortir un décret 30 ans après et vous vous réjouissez que voilà au moins un ministre qui est venu faire appliquer une charte de 1960 alors que le travail était d'abord d'amener cette charte-là à l'Assemblée nationale et de la faire d'abord modifier et actualiser afin que nous soyons au moins au diapason des œuvres ou d'alors des textes internationaux en la matière. C'est ça le véritable problème du Cameroun. Oui, monsieur Epeye voulait réagir. Oui, je voulais réagir d'abord par rapport à la réaction de M. Cabal tout à l'heure. J'ai bien dit que le décret de 99, je veux dire la loi de 90, n'a pas été supprimée. Je n'ai pas dit que ça n'a pas été modifié. Je sais qu'elle est modifiée. D'ailleurs, c'est elle qu'on est en train de modifier en ce moment. C'est pourquoi nous sommes là. Mais j'ai dit qu'elle n'a pas été supprimée. Ça veut dire que certaines associations vont continuer à demander l'agrément au ministère de l'Art, c'est-à-dire à la préfecture, alors que les associations culturelles vont demander leur agrément au ministère des Arts et de la Culture. C'est toutes les associations, M. Epea, désormais, avec la modification de cet article 5, alinéa 3 de la loi de 1990. Aucune association désormais ne pourra exercer sur l'ensemble du territoire national camerounais sans au préalable avoir obtenu l'agrément du ministère en charge association culturelle. C'est bien précisé. Je vais relire. Les associations culturelles et artistiques. C'est ça. Des associations culturelles et artistiques. Mais on a parlé quoi justement, donc ça veut dire qu'il y a d'autres associations qui vont continuer à exercer sous la tutelle du ministère de l'administration culturelle, c'est-à-dire à partir de la Monsieur, nous ne sommes pas venus vous demander pour les associations sportives. Voilà, donc c'est les associations de quartier. C'est pourquoi je disais que c'est un plus pour que les associations culturelles aient leur indépendance, qu'elles ne soient plus confondues à toutes les autres associations. C'est un plus qu'on apporte dans le milieu culturel et artistique. C'est un plus. Par ailleurs, tout à l'heure, le camarade Bertrand, le camarade Bertrand disait tout à l'heure, c'est parce qu'il ne maîtrise pas bien comment ça se passe. L'État ne nomme personne dans les fédérations qui sont proposées. C'est les artistes et les hommes de culture eux-mêmes, à partir de la commune, qui élisent leur bureau à la commune et ils vont monter au département, ils élisent le bureau département, le département monte à la région jusqu'à la fédération nationale. L'État ne nomme personne dans cette fédération. Et même tout à l'heure, il parlait du droit d'auteur. Bon, nous n'entrons pas dedans, mais qu'ils sachent que c'est la loi qui autorise l'État de nommer les responsables à la CMC. C'est ça, c'est la loi du Cameroun. Mais si vous permettez, non, vraiment, je suis choqué par les propos de M. Epea, pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, je le lui rappelais hors antenne tout à l'heure, parce que moi, je suis
D'ailleurs, je lui rappelais M. André Tamo, qui a été costumé de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui a à peine à vivre ces derniers jours. On doit tout le temps être réveillé dans la nuit pour subvenir aux besoins de notre papa, ce qui n'est pas mauvais en même temps. C'est normal que l'enfant vole le secours de son père, mais il ne faudrait pas que l'enfant subisse les affres de ce que nous combattons aujourd'hui, parce que si l'État lui avait permis de jouir du travail qui était le sien au niveau de l'orchestre national, on n'en serait pas à cette situation. Et je suis choqué quand on vient défendre les intérêts des artistes et que M. Epeya soit celui-là qui se révolte. Parce que M. Epeya, ce que nous sommes en train de dire dans le projet de loi que M. Bidoukwad est en train de défendre et que je continue de dire est du théâtre, du folklore, c'est qu'il faut, dans un premier temps, structurer les associations culturelles qui existent déjà. Dans un premier temps, il faut d'abord structurer cela. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas avoir des associations. Et puis, quand on vous dit, par exemple, que désormais, une association dans un pays qui a voté une loi sur les libertés collectives, une association, avant d'exister, doit avoir l'agrément. Vous savez qu'on est en train de tuer la culture? Et M. Valère Bertrand Bessala vous a pris un cas de figure très simple. Il dit que M. Billy Shaw va organiser un spectacle dans lequel il va permettre à 2 ou 3 artistes d'avoir de quoi manger du bon pain à la maison, mais il va d'abord falloir avoir l'agrément du ministère. Et vous savez, nous sommes au Cameroun, ce que ça veut dire avoir un agrément. C'est-à-dire qu'on est là de façon délibérée, en train de créer des niches d'argent pour les gens qui sont déjà assez suffisamment riches. Non, n'acceptons pas cela, M. Epeya. Je suis désolé. Je suis vraiment choqué que vous qui êtes artiste, vous preniez cette position-là. Donc, je comprends pourquoi M. Bidoukwad vous a reçu. Donc, vous êtes en train de venir défendre le beefsteak de cette réunion à laquelle vous avez participé au détriment de tous les autres artistes. Non, et c'est ça qui me gêne sur les artistes camerounais. Oui, chacun veut prêcher pour sa... Non. Ne prêchons pas chacun pour sa chapelle. Prêchons pour tout le monde, M. Epeya. J'ai du respect pour vous, mais vraiment, je suis aussi le fils d'un artiste quand vous avez des enfants qui sont fils d'artistes. Voilà, Billy Shaw, est-ce que les artistes eux-mêmes ne sont pas responsables de cette situation? On voit que les artistes généralement évoluent en rang dispersé. Suivez mon regard. Oui, mais ce que je vais vous dire, madame, les artistes, comme leurs œuvres, évoluent dans un cadre réglementaire, dans un État qu'on appelle au Cameroun, qui est un État de droit, qui nous a donné la liberté d'expression, qui permet à l'artiste camerounais de pouvoir se mouvoir sans contrainte et tout. Respectant ici la déclaration des droits de l'homme qui dit que la culture est un droit de l'homme. C'est-à-dire que, madame, si vous habitez à Koumé-Totan comme moi, nous attendons impatiemment que Petit Pays aussi vienne rester dans mon village parce que c'est un droit de l'homme. Pourquoi est-ce que vous, à Yaoundé, vous devez connaître Petit Pays et le voir en spectacle et que nous ne puissions pas le voir? L'État doit s'organiser à venir promouvoir la culture dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les arrondissements. C'est le devoir de l'État. Madame, je voudrais également vous dire que ce dont nous parlons là, c'est très très sérieux parce que l'État du Cameroun a ratifié beaucoup de conventions. Et le droit international au-dessus du droit national, madame. Nous parlons ici, je parle à des intellectuels, on se comprend et les téléspectateurs me comprennent. Nous avons les accords de Bangui. Le Cameroun a même le siège de l'OAPI. Non, ils sont beaucoup plus intéressés à la propriété industrielle parce qu'elle donne de l'argent, dont les brevets d'invention et les marques déposées. Ils ne s'occupent pas de la propriété littéraire, artistique, le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur. Parce que là-bas, les esprits libres s'expriment et ça peut entraîner un développement de l'opposition ou de quoi que ce soit. Moi, je suis un patriote, un républicain. Je vous dis qu'il y a un problème qui se pose. Parce que entre la Convention de Berne, la Convention de Genève, les APIC et la Convention de Marrakech, dernièrement même en 2012, l'État a participé à Beijing en 2012. Sur la protection de tous ceux qui travaillent dans dans l'audiovisuel. Parce que vous et moi, nous ne nous intéressons pas encore à cela, mais sachez que nous sommes gérés par le droit voisin, madame. Est-ce que le fait pour vous d'être présentatrice ou journaliste vous absout de la capacité de pouvoir créer une œuvre, de faire une peinture chez vous à titre personnel? C'est pour cela que les dispositions réglementaires internationales comme national, puisque le Cameroun n'invente rien, le code de la propriété intellectuelle encadre toute la création.
dispose de manière claire et sans ambiguïté que l'artiste et son œuvre sont protégés et vivent librement. Et si l'artiste n'est pas content, il se plaint, comme je suis en train de me plaindre là. Ça s'appelle le principe du consensualisme et de l'autonomie de la volonté. C'est comme ça que cela s'appelle en propriété intellectuelle, en propriété littéraire artistique. Et la loi du Cameroun l'a repris dans les dispositions de la loi du 19 décembre 2000. Si vous n'êtes pas d'accord avec un producteur ou bien avec l'État du Cameroun, vous procédez à ce qu'on appelle le droit du repentir ou le droit du retrait. Oui. Hein, pour dire que non, vraiment, je vous ai donné mon œuvre, vous l'exploitez mal et tout. Chaque artiste peut, si il y a un mauvais commentaire qui a collé à sa musique ou sa musique est mal interprétée, peut arriver dans votre télévision, on dit bon, monsieur le directeur de publication, j'ai écrit mon œuvre La route qui tue, mais l'interprétation du comédien et tout qui est sur le plateau ne me sied pas. Je ne voudrais pas qu'on dénature la qualité de mon œuvre. C'est de tout ça qu'on parle. Parce que l'État du Cameroun on n'est pas sur une île. On vit avec la communauté internationale. Plus grave, madame, ce que vous ne savez pas, c'est que les œuvres culturelles camerounaises qui ne sont pas protégées et qui n'évoluent pas dans le cadre normatif, je veux dire le cadre réglementaire, à travers des sociétés de gestion collective du droit d'auteur, ne prospèrent pas à l'international. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas signé des accords de réciprocité avec des sociétés sœurs. Incapables que nous sommes de pouvoir nous affilier à la CISAC. La CISAC, c'est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs, la FIFA des auteurs-compositeurs à travers le monde entier. Nous ne pouvons pas évoluer parce que les sociétés ici ne sont pas fortes. Moi, j'ai été formé par le ministère des Arts et de la Culture. J'ai été formé par l'État du Cameroun et tout. En 2002, 2003, 2004 et tout. Par rapport à regarder l'environnement et comment on pouvait s'en sortir. Combien de Camerounais qui sont dans la gestion collective ont été formés? Il n'y a pas plus de 4 personnes, madame. Je peux les citer. Donc, il faut que l'État s'engage, que l'État mette les moyens. Quand vous voyez même le budget qui est alloué aux sociétés de gestion collective du droit d'auteur et comment elles fonctionnent et tout. Là, à l'heure actuelle, c'est pratiquement une institution ex officio. Je parle devant des gens qui ont des capacités ex officio. Donc, des créations particulières sous forme de décision ministérielle qui est inférieure à la loi, qui gère pratiquement au quotidien des œuvres qui appartiennent à des individus. Des œuvres de l'esprit. Des œuvres de l'esprit qui appartiennent à des individus. Ça s'appelle la commission de contrôle. Au Cameroun, on a créé la commission de contrôle. Le Premier ministre, je ne sais pas celui-ci, l'autre qui est parti, nous a créé une commission de contrôle. Cette commission de contrôle joue le rôle d'interface, a plus de pouvoir que les 5 sociétés de gestion collective du droit d'auteur. Le président de cette commission, c'est Superman du droit d'auteur, c'est lui qui ordonne tout, c'est lui qui réglemente, c'est lui qui surveille, c'est lui qui organise. Et je pose donc la question à tous les panélistes, quelle est donc la nature juridique des sociétés de droit d'auteur au Cameroun? Est-elle civile, de droit privé, ou bien publique, de droit public? Pourquoi nous disent que la personne morale qui gère les droits d'auteur? Parce que quand moi je m'en vais devant l'État du Cameroun, puisque j'ai créé des sociétés, je vais devant l'État du Cameroun, je dis quelles sont les dispositions prévues par la loi du 19 décembre, on me dit, voilà et tout, tu dois aller te constituer devant notaire et puis venir au ministère des Arts et de la Culture, remplir toutes ces conditions afin qu'on te donne un agrément. L'agrément, c'est un pouvoir par délégation qui a une durée de 10 ans à l'heure actuelle au Cameroun. Tant que vous fonctionnez bien, vous l'avez. Le ministère n'a pas à venir choisir le personnel, le directeur général, le chef de service et tout. Déjà qu'à l'intérieur de ces différentes sociétés, il y a des organes qui contrôlent par la gestion, par exemple le commissariat aux comptes, qui est élu en assemblée générale élective. Il y a même des comités, des commissions de finances qui existent. Il y a des commissions réglementaires et statutaires dans ces différentes sociétés. Les artistes camerounais, arrêtez de les infantiliser. Ils peuvent s'en sortir seuls et tout, mais sous l'encadrement de l'État du Cameroun qui joue un rôle d'accompagnement parce que nous risquons d'être taxés d'États délinquants qui ne protègent pas les artistes. Et ça va encore entrer dans une fuite en avant de ceux qui font la comptabilisation des actes qu'aura posé tel ou tel dirigeant dans ces pays et tout et tout. Nous voulons que... C'est quand la culture va dans un pays, madame, que tout va. Sortez du Cameroun, allez au Gabon, au Bénin, au Niger et tout ça, vous allez voir comment on traite les artistes.
Vous entendez? Quand on parle de cela, je n'ai pas un bénéfice direct. Moi, j'ai un statut particulier, tout ça. J'aurais pu me complaire à dire que je suis à la CRTV, donc pourquoi est-ce que je vais me mêler de ça? Non. Nous sommes d'abord dans un intérêt patriotique et républicain des acteurs culturels qui doivent voir être épanouis par un environnement où les artistes s'en sortent. Voilà, avec votre permission, nous prenons ce message. Otto Marcelin qui nous suit donc avec beaucoup d'attention ce matin. Il écrit « Il est temps qu'un projet de loi ou une proposition de loi sur le statut de l'artiste fasse partie de la loi fondamentale au Cameroun. » Un autre message. Bonjour Info TV, Monsieur Kak, vous faites de l'amalgame. Dire aujourd'hui que tous les artistes doivent d'abord être unifiés avant de parler de leurs droits, c'est faire de la parodie. Même dans une famille, tous les membres n'ont pas la même vision que le chef de famille. Mais ça n'empêche pas que la famille avance. Je crois à mon humble avis, permettez-Willy, à mon humble avis, qu'on doit malgré tout répondre à la question existentielle. Le reste, le statut, unification ou même vision, cela peut venir après. Alphonse depuis Lucac. Il précise également que monsieur le ministre actuel des Arts et de la Culture a fait une très bonne chose. Comme on ne peut pas unifier comme le veut monsieur Kak, on vous regroupe en fédération, puis on traite les questions d'intérêt général. Le véritable problème, c'est que les gens cherchent toujours là où ils volent, c'est tout. Voilà le problème malheureusement du Cameroun. C'est-à-dire que chacun veut protéger son beefsteak. Si vous voyez déjà, je suis persuadé que ce nom doit être un nom d'emprunt. Ce monsieur doit certainement faire partie de ces personnes, soi-disant qui représentaient les fédérations. Je veux bien qu'il y ait les représentants des fédérations, mais on ne décide pas d'être représentant d'une fédération. On se fait... C'est la fédération qui fait de vous son représentant. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand vous allez regarder toutes ces associations, ces fédérations, je vous ai parlé ici du collectif de ces professionnels du secteur culturel. Et je suis sûr que vous allez voir dans ce collectif des gens qui appartiennent à des associations, des fédérations qui étaient représentées à cette réunion-là. Et qui étaient représentées intuité personnée, pas escalité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que M. Binoukouat a regardé, était au niveau de la SOCAM, il a des affinités avec, je dis n'importe quoi, M. San Fantoma, on appelle M. San Fantoma, on lui expédie de l'argent pour le transport, pour mettre le carburant dans son véhicule, il arrive dans un hôtel UP de la ville, il s'asseye, ils boivent du bon champagne, ils mangent ensuite, après le ministre leur dit, ok, venez signer chacun ici, vous prenez de l'argent, vous repartez, voilà ce que je vais aller proposer. C'est comme ça que ça fonctionne ce pays, et c'est pour ça que je dis, il faut que ça s'arrête. Quand je parle d'unifier les artistes, on sait, et les artistes le savent pertinemment, quelles sont leurs doléances. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Je suis entièrement d'accord avec lui. Tout le monde ne peut pas être d'accord, même dans une famille. Il a dit, mais il y a quand même une ligne de conduite à tenir. C'est-à-dire que quand les enfants sont dans une maison, nous avons des enfants. Chaque enfant sait qu'est-ce que papa a défini comme règle dans la maison. Chaque enfant sait là où sont les garde-fous. Tous les artistes aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui du droit d'auteur. Est-ce que le droit d'auteur concerne un seul artiste? Le droit d'auteur concerne tous les artistes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Monsieur Vala Bessala n'a pas voulu qu'on cite le professeur Magloire Ondoa. Vous trouvez que c'est normal que quelqu'un vienne gérer le droit d'auteur des artistes et s'enrichissent, construisent des maisons pendant que ceux qui sont les ayants droit de ces droits d'auteur croupissent dans la galère? Mais vous nous expliquez ça comment? Et que les gens se lèvent aujourd'hui quand on veut revendiquer cela, qui disent que je fais de l'amalgame. J'accepte, monsieur, que je fasse de l'amalgame. Parce que l'amalgame dont il est question ici, c'est la mauvaise foi que je convoquais tout à l'heure. Donc, on a eu une situation où on a regroupé un groupuscule d'artistes pour aller leur donner des guitares quelque part. C'était pas mauvais en soi. Un artiste, il a besoin d'un instrument. C'est un accessoire d'accompagnement. Mais si on avait fait dans un cadre véritablement... l'école de beaux-arts, par exemple. On n'a pas de salle de spectacle. Dans un pays comme celui-ci, où on a des artistes comme Manu Dibango, on a eu des artistes comme, je vais les citer, vous n'avez pas de salle de spectacle. Regardez le musée national aujourd'hui. Madame Obama, qu'un pays comme le Cameroun, on a vu sous d'autres cieux, vous pouvez prendre votre épouse, votre belle épouse, vos enfants.
aller observer ses œuvres. Nous avons des grands peintres, nous avons des grands cinéastes. Nous, on était contents devant notre petit écran sur les antennes de la CA TV, de voir les œuvres, de voir des scènes dans lesquelles intervenait M. Epeya. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des salles de cinéma dans notre pays? M. Bilichot parlait aujourd'hui de ces œuvres-là. Quand vous allez à la cathédrale, M. Bessala l'évoquait encore dernièrement, vous avez ces jeunes-là qui vous proposent des disques, qui vous proposent des clés USB. C'est régulé par quoi? Oui, M. Epeya, qu'est-ce qui vous arrange dans ce projet de loi? Ce qui m'arrange dans le projet de loi, je vais répondre, mais je répète qu'il y a certains collègues panélistes qui font de l'amalgame, parce que nous ne sommes pas venus ici discuter de la société, enfin, je veux dire de la gestion collective des droits d'auteur. Parce qu'effectivement, si on veut en parler d'ailleurs, ce n'est pas le projet de loi qui a fait ce qu'il y a dans la... Mon frère Bilichot venait de vous dire tout à l'heure, c'est eux qui gèrent les droits d'auteur depuis Istan. Donc tout ce qu'on reproche aux droits d'auteur, mais on peut se retourner vers les gestionnaires de droits d'auteur. Tout ce qu'on vient de citer là, qui va mal dans le droit d'auteur, ce n'est pas ce projet de loi. D'ailleurs, ce n'est pas ce ministre, il n'était pas là. Donc ce qui m'arrange dans ce projet de loi, c'est que ça nous donne un souffle nouveau. Ce projet de loi vient, je veux dire, professionnaliser le métier des hommes de culture au Cameroun. C'est ça que ça apporte, ce projet de loi. Les conditions des artistes vont changer. Vont s'améliorer, vont beaucoup s'améliorer avec ce projet de loi. Et c'est ça qui m'enchante dans ce projet de loi. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un a dit sur le plateau que, bon, il ne faut pas nommer les gens. Effectivement, je dis en dehors de ce que la réglementation statut sur la CMC, on ne nomme personne. L'État ne nomme personne dans l'organisation artistique, même au niveau des droits d'auteur. En dehors de la commission de contrôle, c'est les règles, c'est la réglementation en vigueur au Cameroun qui demande que l'État le fasse. Mais dans l'organisation des artistes, l'État n'est venu s'infiltrer nulle part pour nommer qui que ce soit. Je voulais relever cela. Oui, Valère Bertrand, il y a donc cette pétition qui circule au sujet de ce projet de loi en examen à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette pétition peut véritablement influencer les parlementaires? Elle n'influencera rien du tout, puisque même les parlementaires, je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent même l'affaire là, parce que c'est ça qui est compliqué. Et puis, s'ils ne comprennent pas l'affaire d'un et deux, s'ils n'ont aucun intérêt dans l'affaire, vraiment, je ne vois même pas. C'est comme ce que M. Kagra rappelait, l'affaire des gorilles. Vous amenez une affaire de gorilles devant les parlementaires, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne sais pas si on compte un seul parlementaire qui a un gorille chez lui. Donc, je ne sais même pas si on en compte sur 180, peut-être une dizaine qui en ont déjà vu un avec les yeux. Donc, c'est des projets de loi qui passeront, on les appelle les projets bateaux. Ça passera tranquillement sur un plan d'eau. Je voulais rappeler à M. Beya que Madame la présentatrice a trouvé le thème et c'est association artistique et culturelle. Qu'est-ce qui fait débat? Il n'y a pas d'exclusion dans cette affaire-là. Le fait que vous disiez que c'est une loi qui dit qu'on doit nommer à la tête de la... Non, mais est-ce que c'est une bonne loi? Quand on vous a donné cette loi-là, pourquoi vous n'avez pas contesté? Parce que c'est ça le véritable souci. Mais je voudrais seulement dire à M. Peya que le problème aujourd'hui est simple. Il faut que vous compreniez que ce que l'État fait, ce n'est pas ce qu'il est censé faire. Ou alors, si l'État voudrait le faire, ce n'est pas par là qu'il devait commencer. S'il devait aider les artistes, ce n'est pas par là. L'État devait commencer par là où les œuvres, sur la production des œuvres de l'esprit. C'est-à-dire le résultat d'un poète. Un poète, il écrit son recueil, il a vendu, ça a fait combien? On a publié ça où? Est-ce que l'argent est sorti? Monsieur Motou Marcelin a sorti un album. Ça a produit, oui. Qui a chanté ça sur ses antennes? Qui a utilisé là-bas? Est-ce que les brasseries? Est-ce qu'Orange qui, dans le téléphone, qui a utilisé ça? Ça a donné l'argent. Ça a donné combien? Il rassemble tout et dit aux artistes, voilà ce qu'on a produit sur l'ensemble du territoire. Mais c'est ça qu'on appelle droit d'auteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a aussi un autre qui a peint quelque chose là-bas. On a exposé là-bas, on a exposé là-bas, on a vendu là-bas, ainsi de suite. On a même reproduit dans les téléphones, on a envoyé dans les WhatsApp. Parce que les gens ne savent pas que, même sur le téléphone, vous croyez que les artistes, c'est eux qui vont venir vérifier dans le téléphone de monsieur Kake, mon téléphone, si une œuvre d'un artiste est passée par mon téléphone et est arrivée chez tel? Non, c'est l'État qui doit le faire. Parce qu'il n'y a que l'État qui a le monopole de la collecte des fonds
sur son territoire. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec les partis politiques. Un parti qui disait qu'il veut collecter l'argent pour le Covid. On vous a dit qu'en fait, pour collecter même l'argent, même quand c'est pour une cause d'intérêt général, c'est toujours l'État. Si vous voulez, vous lui demandez l'autorisation. Qui plus est, quand il s'agit d'un impôt ou d'une taxe qui est greffée à une œuvre, fût-elle une œuvre de l'esprit, c'est toujours l'État. Et il n'y a que l'État qui a le monopole. J'ai suivi ce débat il y a peut-être 13 ans ou 15 ans. Quand la SOCAM se battait, on dit on va aux brasseries, les artistes vont se mobiliser, on va demander. Non, les artistes, les brasseries ne vous connaissent pas. Les brasseries connaissent l'État qui a le monopole de la collecte de l'impôt. C'est donc à l'État de prendre par exemple des mesures. Nous, on a eu à travailler dessus par exemple quand il s'agissait par exemple des étudiants. Quand on voulait absolument que l'État trouve une prime pour l'enseignement, pour la recherche. On a proposé à l'État de créer un compte d'affectation avec un centime additionnel sur l'impôt. C'est-à-dire, c'était ça. C'est ça que l'État doit faire. C'est-à-dire, par exemple, pour dire aux brasseries, sur chaque bouteille, par exemple, parce qu'on a vu les droits d'accise qui ont augmenté. L'État peut, par exemple, dire que, comme la Guinness, sur la Guinness, là, sur les produits de grande consommation chez vous, nous adossons 1 franc dessus, ça sera reversé aux artistes et aux associations culturelles. C'est comme cela que ça marche. Et à la fin, l'État vous appelle, vous vous êtes déjà organisé et dit, voilà pour vous, voici ce que cela a produit, on vous l'affecte. Vous-même, à travers votre propre organisation et les gens que vous avez choisis à la tête de ces organisations, vous procédez à une répartition équitable. L'État sera donc au début, c'est-à-dire à la collecte. L'État sera encore à la fin de la collecte, parce que s'il y a problème et que des problèmes de maintien de l'ordre s'imposent, il vient donc dans l'association et dit vraiment, tant que vous ne vous entendez pas, je décide de vous mettre entre parenthèses et de faire à ma façon. C'est ça le rôle de l'État. Un État régulateur et non un État opérateur et acteur. Permettez-moi de dire, mais M. Bertrand est en train de dire une chose et son contraire. Tout ce qu'il vient d'expliquer là, c'est le rôle des sociétés de gestion collective. Et l'État maintenant a remis cette gestion aux artistes. C'est les artistes qui doivent faire ça. Si maintenant que l'État a revu la gestion collective de droits d'auteur aux artistes, il va encore par derrière faire tout ce qu'il veut. Mais ça, c'est dire une chose et son contraire. C'est ce travail donc que mon frère Bilichot, comme il gère les droits d'auteur, doivent faire. C'est plus l'État qui doit faire ça. L'État a remis cette gestion aux artistes eux-mêmes. C'est ça cette confusion-là. Oui, Bilichot, un dernier mot. Nous allons passer au second thème. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les téléspectateurs auront remarqué que il y a un flou artistique qui est entretenu autour de la science et du bricolage. Il faut qu'on accepte la science. Il faut qu'on ait le courage d'aller vers ce qui est prévu, ce qui est orthodoxe, pour parler simplement, ce qui peut arriver au résultat, ce qui est prévu. Parce que le problème qui se pose au Cameroun, c'est que on n'a pas le courage politique de reconnaître qu'on s'est trompé. Et si on s'est trompé sur les préalables, à la fin, le résultat sera vraiment... Ce que moi je veux défendre, c'est la protection de l'œuvre et de l'artiste. Quand je demande à ce que absolument les autorités compétentes, la très haute hiérarchie, se penchent sur un domaine qui est particulier et qui encadre l'évolution d'un individu dans une société, quand je parle du statut de l'artiste camerounais. On a encore fait une erreur dernièrement. Le ministère des Arts et de la Culture a appelé tous les artistes camerounais pour les enregistrer, madame. C'est une incongruité. Vous n'entendez ça nulle part. Parce que s'il n'y a pas un prisme à travers lequel vous êtes passé, qui vous définit, qui définit votre carrière, qui évalue vos capacités dans le domaine et tout, vous ne pouvez pas aller au ministère, vous pouvez ramasser n'importe quelle œuvre, arriver au ministère, dire que voilà ceci et tout et tout et tout. Ces artistes sont enregistrés au ministère. Ils sont au moins 10 000, je crois. Plus de 10 000. Et ces gens pensent qu'ils sont des artistes. Mais l'art est facile, hein, mais ce n'est pas mis à la disposition de tout le monde. C'est pour cela que je pense que arrêtons avec le bricolage. Ayons le courage de couper le nœud gordien, ça veut dire de se faire violence et tout. Et reconnaissons que à l'heure actuelle, nous évoluons dans un cafouillage indescriptible. Là où nous attendons de manière urgente les droits des artistes qui soient payés, là où nous attendons le statut de l'artiste camerounais qu'il soit adopté et tout,
on arrive maintenant avec une fédération, des associations et tout. Nous pensons que qui trop embrasse mal les trains, madame. Il faut qu'on aille step by step, comme disent les anglophones. Voilà ce dernier message avant de passer au second thème de ce programme. Willy Kak et Bessala ont raison. Je souhaite être invité dans une de vos émissions après le confinement, si possible, pour vous éclairer sur certains points dans notre secteur. Message toujours signé Otto Marcelin. Voilà, mon cher, les portes d'Info TV vous sont ouvertes. Place à la deuxième thématique du jour, Covid-19. L'Afrique doit-elle craindre le vaccin chinois? On rappelle que le président chinois Xi Jinping a annoncé récemment l'annulation des prêts sans intérêt de certains pays africains, notamment les plus affectés par la pandémie de coronavirus. Et à côté de cela, à côté donc de cette aide, il a également annoncé que les pays africains seront parmi les premiers à bénéficier d'un vaccin anti-Covid fabriqué en Chine. Alors, Valère Bertrand, faut-il saluer cette initiative? Ouais, je crois que peut-être ce sujet est assez délicat. Je me souviens, on avait l'habitude, je sais que cette action est toujours valable. Hein. On dit souvent, prête-moi l'argent, ne me prête pas les mots. Peut-être que je peux l'appliquer à la Chine, mais en changeant 2 ou 3 mots dans cet axiome. C'est-à-dire que prêtez-nous l'argent, mais ne nous prêtez pas votre vaccin. Ne nous donnez pas votre vaccin. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire de vaccin depuis un bon bout de temps. Les Européens avec l'OMS disent, voilà, on a un vaccin qu'on veut tester et c'est en Afrique, c'est bon parce que c'est des singes. S'ils en meurent, alors nous autres, on n'en prendra pas. Et la Chine dit aussi, moi aussi j'ai déjà ma part de vaccin, ma priorité c'est l'Afrique. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un problème. Rentrons dans les statistiques. L'Europe, c'est 9 300 000 km². Soit 3 fois moins l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. 3 fois moins. Je dis l'Europe en termes de superficie. La Chine, c'est sensiblement aussi la même chose, mais avec 1,5 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 30 millions, avec 30 millions de kilomètres carrés, avec 1,3 milliard d'habitants. Vous voyez que si nous prenons seulement la Chine, elle a une superficie en tout 3 fois inférieure à celle de l'Afrique, mais avec une population presque égale à celle de l'Afrique. Donc ça veut dire que si nous regardons sur le plan de la démographie, nous sommes les concurrents de la Chine. C'est-à-dire, si nous regardons le marché de la consommation, le marché de la consommation, la Chine c'est 1,5 milliard d'habitants, l'Afrique c'est 1,5 milliard d'habitants. Donc ça veut dire que si nous croissons en population davantage, nous prenons le dessus sur la Chine. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que la démographie en Afrique grimpe. Parce qu'en fait, nous sommes un très grand concurrent. Ils souffrent déjà d'un autre concurrent qui est l'Inde. Et je ne crois pas qu'ils seraient prêts à avoir un deuxième concurrent. Donc vous voyez. L'Afrique, c'est aussi cela 5 à 6 fois les États-Unis. Parce que quand vous regardez les États-Unis, c'est vraiment c'est résiduel. Donc pour dire qu'il y a un problème. Si nous regardons aussi sur le niveau des richesses, l'Afrique, c'est 70% des richesses de sous-sol du monde. 70% se trouvent en Afrique. L'Afrique, c'est 33% des réserves de diamants dans le monde. Je dis bien 33% des réserves de diamants. Le reste maintenant, je vous fais grâce. Le coltan, l'uranium, tout ce que vous pouvez imaginer qui servent par exemple au téléphone que M. Kaka en main, ainsi de suite, c'est ici au Congo. Les réserves énergétiques, même pour la bombe atomique, là, c'est au Niger ici principalement. Chez nous même, il y en a aussi dans le septentrion. Vous pouvez vous imaginer. L'Afrique, c'est un havre, un paradis. C'est un scandale de richesse dans le monde. Et les gens vous disent qu'ils ont bien gardé ce virus-là. Ils l'ont trouvé pour la première fois en 1960 sur un poulet. Et au lieu de tuer le poulet, et de le nettoyer avec l'acide, parce que c'est avec l'acide qu'on nettoie les choses les plus dangereuses pour qu'elles disparaissent de la surface de la Terre et qu'elles n'apparaissent plus jamais et ne nuisent plus jamais à l'espèce humaine. Ils ont isolé, c'est le terme que les scientifiques utilisent, ils ont isolé le virus, ils l'ont gardé quelque part
en Alcatraz, c'est une petite île qu'on retrouve quelque part en Allemagne. Une petite île qui est sur l'eau et où on a logé toutes les grandes recherches scientifiques. On a logé le virus du sida, Ebola, on les utilise là-bas, on les manipule, on les fait évoluer, on voit s'ils peuvent attaquer une souris. S'ils attaquent une souris, on met dans un singe. S'ils attaquent un singe, alors ils peuvent attaquer un noir. Voilà comment on a isolé ce virus que vous voyez là, le Covid, là, qui ne s'appelait pas 19, parce que c'est seulement 19, c'est la variété de l'année dernière. Il y a le Covid qu'on a découvert en 2002, il y a un en Iran, il y a un en 2012, et ainsi de suite. Donc ils l'ont isolé depuis 60 ans. Et par leur utilisation, ils se sont rendus compte qu'on peut même utiliser l'affaire-ci pour nous attaquer à ces gens-là qui nous menacent avec la population, qui peut-être même se retrouvent dans un paradis dont ils n'ont même pas conscience. Ils ont les forêts, ils ont les minerais, ils ont ceci. Si on nettoie ces gens-là de ce continent, et que l'Afrique ne reste qu'en fait un simple continent désert, nous pourrons aller habiter là-bas, eux étant devenus des gens, des légumes. Voilà la science. Mais malheur en a pris. Cette histoire-là, je ne sais pas si la fiole s'est cassée, elle a contaminé 2 ou 3 personnes en Chine et c'est parti. Le résultat, nous le connaissons. Et puis les gens viennent vous dire un jour qu'on a trouvé finalement le vaccin à cette affaire-là et que c'est vous qui êtes prioritaire dans cette affaire. Alors que ce n'est même pas chez nous que les gens sont morassés. Regardez l'Italie, regardez la France elle-même, regardez les États-Unis. Mais c'est chez nous que vous voulez venir tester le vaccin. Mais pourquoi ne même pas vous entendre entre vous? C'est-à-dire que l'Europe et la Chine, puisque c'est eux les plus affectés, et les États-Unis, et nous dit, bon, qui a même trouvé le bon vaccin? On ne nous a jamais dit si l'OMS même a donné déjà son accord de principe sur la véracité de ce vaccin-là. Parce qu'il faut qu'on sache effectivement si ce vaccin-là mérite d'être administré sur les individus. Parce que les gens ne savent pas que quand on crée un vaccin, il y a déjà un protocole. Même avant de le tester, il faut certaines autorisations. Et je ne crois pas que la Chine est sortie de l'OMS. Comme les États-Unis ont dit qu'eux, ils sortaient de cette affaire-là. Oui, donc, la Chine doit nous rassurer de ce que l'OMS aussi a validé son vaccin, comme peut-être celui de l'Europe. Même si nous soupçonnons celui de l'Europe d'être plus néfaste que celui de la Chine, parce que je ne connais pas l'affaire du vaccin chinois. Mais je sais que pour celui de l'Europe, nous ne sommes pas prêts pour beaucoup de pays africains de l'accueillir. Voilà la grande problématique. Peut-être une première question et une autre après. Oui, à la suite de Valère Bertrand, Ulika, pourquoi accepter l'aide financière et redouter le vaccin? Vous connaissez quelqu'un qui va refuser l'argent? Non, non, non. Surtout pas le Cameroun. Alors, ce qu'il faut déjà, parce que Valère a bien fait de développer, je voudrais avant venir un peu sur la chute de Valère, dire que le vaccin dont il est question ici, il s'agit d'un vaccin à base d'adénovirus. L'adénovirus, c'est une dérivée de ce qu'on appelle en médecine l'adénovidae. Je vais expliquer tout à l'heure. Déjà, il faut dire que c'est un vaccin produit par une société pharmaceutique basée en Chine qui s'appelle CanSino Bio. Et donc, justement, cette société pharmaceutique et un institut militaire ont reçu le 25 juin dernier le feu vert de la commission militaire de Chine de procéder à des tests sur des militaires. Ces tests ont été procédés et il faut dire que ce vaccin fait partie de 17 vaccins qui sont en phase d'essai actuellement. Et l'OMS, justement, a déclaré tout récemment que ce vaccin était prometteur. Donc, de tous les 17 vaccins qui sont actuellement en phase d'essai, l'OMS pense que celui de la Chine a quand même fait des avancées. Mais moi, ce que j'ai comme problème, c'est que quand vous menez des recherches, on vous dit par exemple que l'adénovidae, dont l'adénovirus tire ses origines, est une famille de virus qui regroupe une centaine de variétés dont il a été prouvé qu'une quarantaine peuvent infecter l'être humain. Je ne sais pas si, quand je le dis comme ça, vous comprenez la gravité de la situation. C'est-à-dire que voilà un vaccin qui est censé nous combattre un virus, alors qu'il est constitué, dans son essence, d'une centaine de virus, dont 40 peuvent infecter. Et ce qui me gêne, c'est que voilà quelqu'un, un voisin, dont il a été prouvé qu'il a empoisonné votre enfant. Et pendant que vous pleurez, il vient et vous donne la pochette pour que vous essuyez les larmes. Parce que à qui nous devons la création du coronavirus? C'est la Chine. Et la Chine sait pourquoi elle a créé le coronavirus. Parce qu'elle est justement dans cette idéologie génocidaire
du grand ordre mondial auquel appartiennent les Bill Gates et tous ces grands instituts pharmaceutiques, comme l'expliquait Valère, avec pour viser de détruire les petits peuples que nous sommes, donc les peuples de l'Afrique et les peuples de l'Amérique latine. Donc vous créez un virus pour nous tuer. Et vous venez après avec un vaccin pour dire que non, en fait, voici le vaccin qui va vous aider. Entre-temps, il faut dire en passant qu'il y a un vaccin que M. Bill Gates et compagnie veulent déjà nous inoculer pour nous contrôler à travers la 5G. Pour répondre à votre question, je dis, nous, on va prendre l'argent des Chinois parce qu'en même temps, les Chinois nous exploitent. Parce que quand moi, je regarde tout le camp qu'ils ont chez nous à Japon, à Douala, là-bas, nous, on va prendre cet argent. Mais leur vaccin, on n'en veut pas. Oui. C'est quelqu'un qui empoisonne mon enfant meurt, et pendant que je suis en train de pleurer, vient encore me donner la pochette pour essuyer les larmes. Je crois que le temps du don de cette pochette-là, il va comprendre. Billy, sur votre lecture à propos de ce vaccin chinois. Bon, moi je suis de ceux qui pensent, je suis d'abord un traditionnaliste. Hein. Je m'inscris dans l'école du docteur François Bingono, Monseigneur Cléda et tous les autres tradis praticiens du Cameroun que je salue ce matin. Vous les saluez tous. Oui, donc pour dire que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je commence d'abord par boire les coups et tout ça. Vraiment, la science a fait de nous des dieux avant que nous nous méritions d'être des hommes. Moi, je vais être humble. Je commence par ce qui a fait des preuves autour de moi. Dans mon village, les oncles, les tantes, j'ai vu l'espérance de vie et tout. Quand on néglige l'Afrique parce qu'il n'y a pas de gratte-ciel ici, il n'y a pas de fusées et tout. Vous croyez qu'on faisait comment avant? Ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun est né. Nos parents, quand il y avait quelque chose de bizarre qui paraissait, les boutons, tout ça là, ils se concertaient 2 temps, 3 mouvements. On met quoi? L'huile de palme ou bien on fait quoi? Comment on protégeait l'enfant qui naît et qui saigne trop? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça là. Donc on a pu évoluer progressivement avec nos panacées traditionnelles. Moi, je suis de ceux qui pensent que ne pas aller trop vite en besoin. Vraiment, les Chinois, vous êtes gentils. Commencez d'abord par le Brésil, l'Argentine. Vous partez aux États-Unis, le tour du monde. Et on va voir comment c'est là-bas. Vous venez, vous envoyez-nous là. Je suis d'accord avec toi. Il nous manque beaucoup d'argent ici. Construisez les routes, pardon. Et faites tout ce que vous voulez. Mais pour le vaccin, là, on a encore nos écorces. D'ailleurs, moi, je marche toujours avec le Bitacol, là. On va partager tout à l'heure. Pour conclure l'émission, tire à sa fin pour ou contre ce vaccin chinois anti-Covid. Oui, je pense que la Chine n'a pas conditionnalisé leur remise de dette à l'Afrique. Donc, je ne pense pas que nous sommes obligés de prendre... Pour être plus sérieux, je pense que c'est ici, dans cette question, qu'il faut donc se dire qu'il y a lieu de paniquer. Il y a lieu de paniquer parce que... tous les panélistes sont pour que nous n'acceptions pas le vaccin. Je parie que la majorité des Camerounais ne peuvent pas accepter, sont aussi contre ce vaccin. Mais je prends l'exemple d'un pays voisin qui vient d'officialiser, d'opter pour l'homosexualité. Je parie que la majorité de cette population n'est pas d'accord. Mais le Parlement a quand même voté oui. Et pour accepter le vaccin chinois, je pense que ça ne passera même pas par le Parlement. C'est 2 personnes au bureau qui vont signer. Et en sortant de ce studio, on va vous dire que bon, le Cameroun a accepté le vaccin. Donc il y a lieu à paniquer pour ce sujet. Donc soyons très vigilants. Voilà, le débat stop est fin pour ce vendredi. Merci à nos chers panélistes. Merci à tous ceux qui ont contribué à travers des messages. Merci au président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mvon, pour la coordination de ce programme. Merci à toute l'équipe de production. Excellent week-end à toutes et à tous.